Donc, ce soir, 3 présentateurs. Mon ami Mathieu, ici présent, notre ami Archie, qui est le fondateur des Meetup CNCF au Québec. Et au Canada, complètement. Et moi-même, qui nous vient donc de Montréal, spécialement ce soir. Un beau meet-up ce soir avec les news de la CNCF. Un petit côté particulier parce que c'est les 10 ans de CNCF. Donc l'année dernière, on a fêté les 10 ans de Kubernetes. Mais là, c'est les 10 ans de la CNCF. Vous pourrez remarquer notre belle banderole qu'on a accrochée à l'envers. Je viens voir ça. Nice. C'est comme ça. On a 3 belles présentations ce soir. Et puis, vous allez découvrir ça. Vous le savez déjà, mais vous allez découvrir ça tantôt. On remercie donc encore une fois Vuban de nous accueillir pour la 2e fois ici. On aime beaucoup être ici. On est très bien reçus. Les slides habituels, suivez-nous. Allez voir ce qu'on fait. Rien ne vous empêche d'aller. Il y a les meet-up à Montréal qui n'est pas si loin que ça. Il y a tout le temps des sujets intéressants. Vous pouvez y aller aussi. Toronto, c'est un peu plus loin, mais ça se fait. Vous pouvez présenter. On est toujours à la recherche de présentateurs et de sujets pour les prochains meet-up. Le prochain meet-up, il sera en novembre, fin novembre 25 novembre. 25 novembre, on en parlait. Normalement, il est déjà booké, mais en tout cas, on est toujours en demande de votre partage. Voilà. Ben voilà. Il est là, 25 novembre. Des beaux retours, des beaux... Oups. Attendez, je ne suis pas à jour. Tu veux le recharger? Ouais, comment on fait? F5. Là, j'ai un Mac. Tu refresh. C'est la F5 sur le Mac. C'est bon, on voit le... On est. Excellent. You're back. How many TI does it take to refresh a page? Okay, on l'a. Tu l'as eu. On est plus déjà en fait. Là, tu l'as en live. Donc, c'est ça. Des belles présentations. KubeVirt, qui aurait dû être ce soir, mais on a dû changer de date parce que je m'étais planté. Et puis, il n'a pas pu être là ce soir, donc ce sera la prochaine fois. Et 2 présentations sur du GitOps, de la promotion, du déploiement avec Argo CD, du tooling interne que vous pouvez construire. Ça va vous donner des idées sur comment, quoi mettre en place, quoi utiliser dans votre compagnie pour faire à la fois du GitOps, mais en même temps maîtriser les déploiements, les promotions de vos déploiements jusqu'en production. Ça va être des très beaux talks. Ça va être chez Bell, oui, pour la 2e fois. Chez Bell, merci Bell, Émile qui est là-bas et qui est notre présentateur ce soir aussi. Je pense que j'ai raté une coche. C'est quand on dit un grand merci à Vuban, c'est là Vuban, qui nous reçoit ce soir, va nous présenter Vuban, qu'est-ce qu'ils font et qui ils sont. Yes. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa, je travaille ici. Si c'est la première fois que vous mettez les pieds ici, dans le fond, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait, on est qui. Donc, Vuban, c'est une compagnie en développement logiciel et en intelligence artificielle. On est actuellement environ 200 employés. On a un bureau à Québec, un à Montréal, puis on en a ouvert un à Toronto également l'année passée. On est spécialisé en projets sur mesure, que ce soit en intelligence artificielle, en développement logiciel. On fait aussi du BI, et puis on a bientôt d'autres nouveautés qui vont s'ajouter à tout ça. Donc, je ne sais pas si tu es capable de... Ça sent bien, dès que... Dans le fond, Claudia, ici, va vous expliquer les technos qu'on utilise dans nos projets. En fait, des technos qu'on utilise comme on parle de moi, mais de toute façon, ici, on est principalement des développeurs full stack qui vont travailler sur des projets. Nos projets vont varier en genre. Avant, on disait 6 mois. Ensemble, c'est plus entre 1 an et 3-4 ans. C'est pas tout le temps de terminer nécessairement sur le même projet. Donc, avec nous, on va faire avec l'environnement du client puis ce que lui est capable de maintenir. Mais la plupart du temps, on va y aller avec nos technos. Fait que .NET C# pour le back-end, front-end, on est en TypeScript, React.
Sinon, on a la plupart de nos projets sont à l'état dur. On a quand même certains projets avec AWS et très, très peu de projets avec Et souvent avec du Kubernetes. Et souvent avec Docker, Kubernetes et Atlas. Yes, puis dans le fond, qu'est-ce qui nous distingue chez Kuban, c'est vraiment qu'on va faire le début du projet, donc de la prise en charge jusqu'à la livraison complète de la solution client. Mais que pour vous donner des exemples de projets qu'on a réalisés, on a fait des projets avec Gruyère, Famille de Prix, Cuisine Simard. Donc, c'est vraiment des gros projets là, d'envergure qui vont vraiment être conçus spécifiquement selon les besoins du client. Puis dans le fond, juste pour vous donner une petite idée, là, qu'est-ce qui est cool chez Kuban, c'est qu'on a... Ah, ben je pense qu'on a fait... avec nos beaux bureaux, comme vous pouvez voir. Ça, c'est notre nouvelle ouverture à Toronto. Dans le fond, ce que je vous ai dit qu'on faisait au niveau de nos expertises, les technos, les outils qu'on utilise. Et puis, c'est ça, dans le fond, je voulais en venir, c'est qu'on a énormément de belles raisons pour travailler ici. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'avantages sociaux. On a, par exemple, un club social, comme vous pouvez voir, qui fait des activités chaque mois. On a des cliniques sportives également pour vous aider à rester actif. On a 500 $ par mois en allocation pour le sport, 120 $ pour vos frais de collectivité par mois. On a aussi un REER, donc si vous cotisez pour 4 l'employeur cotise jusqu'à 4 jusqu'à une limite de 100 000 sur le salaire global. C'est ça, c'est le limite total. Exactement. Puis, vous avez aussi le stationnement ou la passe de bus selon qu'est-ce que vous préférez. Donc, c'est quoi les postes qui sont ouverts actuellement? Je peux vous parler des postes en marketing et en RH, mais je pense que ça va moins résonner avec ce crowd-là. Pour vous, chez nous, les équipes, c'est des petites équipes de 5 à 8 devs par équipe. Il y a tout le temps un team lead, un tech lead, puis des devs. Le team lead, c'est le gars qui va, c'est juste des gars, qui va coder 50 % de son temps, puis l'autre 50 % du temps, prendre la vélocité dans le sprint, coder des features en back-end, front-end, comme tout le monde. Dans son 50 % de pas de code, c'est tout ce qui est faire des tâches de gestion, des one-on-one, t'assurer que ton staff est heureux, valider que ça va bien dans le projet. Fait en gros, le team lead, il fait en sorte qu'on livre, mais le tech lead, il fait en sorte que ça marche qu'on livre. Fait que le tech lead, lui, c'est plus d'être la référence niveau technologique pour guider le projet, s'assurer qu'il fait les choix technologiques, puis que c'est vraiment vers lui qu'on va se tourner. Si c'est un dev, c'est un enjeu humain, ça va y avoir ton team lead. Si c'est un enjeu technique, ça va y avoir ton tech lead. Puis ça fait que quand tu es développeur full stack chez Kuban, mais c'est pas la finalité d'être dev chez nous. Il y a d'autres types de postes qui peuvent s'offrir à nous. On a aussi, évidemment, des postes de spécialistes DevOps. Fait que chez nous, ce qui est quand même cool, c'est que chaque tech lead gère son propre projet, mais la partie spécialiste DevOps est donnée à une équipe de, en ce moment, 2 personnes. On en cherche une 3e si jamais. Fait que de 3 personnes qui vont vraiment venir en support à ces équipes. Fait que c'est cool parce que ça fait que l'expertise DevOps, c'est pas juste de monter des pipelines. C'est vraiment d'accompagner tout au long de la production pour faire des bons choix en amont puis de rester tout au long si jamais il y a quelque chose. C'est pas mal ça. Yes. Si vous avez des questions, on va rester dispo. Puis si jamais vous voulez faire une petite visite des bureaux, juste de même, vous êtes curieux. Moi, sur LinkedIn. Inquiétez-vous pas, on va vous aider. Bonne soirée! Merci. Merci à vous. Puis je pense que c'est la 3e fois Québec qui nous reçoit. Juste 2 fois. 3 fois. J'ai dit 2 3e fois. fois, et je pense une fois à Montréal. Une fois à Montréal? Ok, cool. On vous remercie à chaque fois. Puis il y avait eu des présentations sur ce qu'ils font avec du Kubernetes, du Cloud Native aussi. Si vous étiez là la dernière fois, qui c'est qui est déjà venu ici pour un meet-up Kubernetes? Ok, cool. Parfait. Donc on vous remercie encore tous pour nous recevoir. Il y a quelqu'un qui est pris encore. Merci. Mais on va laisser le. Merci. Après, je suis comme on prend soin de notre monde, c'est qui cette mort? Ils sont pas de chez nous. Ils sont pas de chez nous. Prends ton temps. On a un outil, puis c'est pas si facile de présenter. C'est pas les compétences de celle qui sont en question, c'est vraiment l'outil. Update sur les projets de la CNCF. Je pense que ça va être assez rapide, à moins que tu en aies rajouté. KubeCon qui s'en vient au mois de novembre aux États-Unis, Atlanta. Est-ce qu'il y a des gens qui y vont ici? Je sais qu'il y en a moins 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là! Le prochain, c'est Atlanta. Ah non, c'est loin. C'est plus loin. Atlanta, il faut prendre un avion. C'est plus loin. loin. Y aller en voiture.
Mais après ça, c'est Europe, Amsterdam. Après ça, c'est Los Angeles en 2026. Et il y a des présentateurs. Là. Il y a des gens qui ont levé la main qui y vont. Ils sont présentateurs. Ils ont été sélectionnés dans KubeCon. Donc, félicitations, Max et Teddy. Teddy, ça va être la première fois avec KubeCon. Max, On présente. souvent. La dernière fois, c'était à Londres avec Mathieu. Pour les gens qui ne peuvent pas voyager, bien sûr que vous pouvez visiter notre événement ici à Québec, à Montréal, à Toronto. Et aussi, on a des amis CNCF ambassadeurs, comme nous, on a un ambassadeur. Et on a d'autres ambassadeurs qui, autour du monde. Il y a Lisa, notre amie, qui organise CubeCrash. Ça, c'est l'événement online virtuel, 100% gratuit par rapport à Platform Engineering, AI, GPU, Raise, tout ça. Donc, si vous voulez joindre, juste chercher CubeCrash, vous pouvez joindre le septembre 23 pour l'événement virtuel. Donc, la grosse nouveauté des derniers mois, parce que c'est sorti il y a un mois et quelques à peu près, je pense, c'est Kubernetes 1.34. Wow. Qui est en Kubernetes 1.30 et plus? Qui fait du Kubernetes? Pour commencer, là, OK. Qui ne fait pas? Qui ne fait pas? Oui, non. Qui est en 1.33? Il y a moins de monde déjà. Oui, 34. 1.32? 1.31? OK, un peu là-dedans. Bon. 13 Future Alpha, 23 Beta, 22 Stable, quelques déprécations, mais pas beaucoup. Excuse-moi, j'ai rajouté un lien. Il y a un lien. Il y a Max qui a fait un blog sur les évolutions, les nouvelles fonctionnalités en termes de sécurité. J'ai mis le lien. Merci. Un beau petit live. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour la sécurité? Il me semble qu'il y avait d'autres trucs à propos de ça. Je les ai enlevés, je suis désolé. Okay. On a tellement de contenu. Okay. À moins que tu voulais en parler. Non. Excuse-moi. Bon, les 10 ans de Kubernetes. Normalement, il y a un micro. Le micro, il n'y a pas de speaker ici, mais en fait, c'est pour les gens en ligne. J'ai oublié de le prendre depuis tantôt, mais ils nous entendent très bien. OK, alors, s'ils entendent très bien, on va le laisser de même. Si ça entend suffisamment, est-ce que je vois un, deux? Oh, c'est pas si bien. OK. Donc, on le disait, c'est les 10 ans de CNCF. Qui sait à quoi sert CNCF? J'en ai 2, 3, 4 ou 5 qui ont levé la main. Je ne vais pas vous. Est-ce que vous voulez nous en parler pour l'une des personnes qui a levé la main? Florian, ouais. Hein? Oui, j'ai demandé à ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT. Donc, des systèmes soutenables en cloud native software, en tout cas. Mais CNCF, d'abord, c'est une fondation, c'est un but non lucratif. Et le but, c'est de fédérer tout ce qui est de l'open source lié au cloud et aux applications cloud. Et ça a vraiment été ça le but avec le programme où on peut intégrer un projet et puis il évolue jusqu'à un étant stable. Ça oblige les projets open source à faire quelque chose où il y a de la documentation, il y a de la sécurité, il y a des audits de sécurité. Donc, ça permet vraiment à des projets normalement open source qui sont un peu broche à foin, en général au départ, de rentrer dans un moule qui fait que c'est utilisable dans l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment ça la première mission de CNCF. Oui, mais c'est comme l'histoire, ça a commencé avec le Kubernetes. Google, il est fait open source de Kubernetes. Il était le plus gros contributeur pour cette open source, mais il y a d'autres compagnies comme Red Hat, Canonical, qui voulaient contribuer, mais c'était un problème. Pourquoi on doit contribuer pour l'open source de Google? Donc, il était une petite friction. Donc, qu'est-ce que Google décidé à donner ce projet pour Linux Foundation? Ils ont créé le CNCF, Native Computing Foundation.
Donc, Kubernetes, c'était le premier projet. Le deuxième, c'était Prometheus. Et après, cette fondation grandit jusqu'à 200 projets qui vous utilisent peut-être chaque jour, mais pas peut-être tous les 200 projets, mais il y a beaucoup de projets qui fonctionnent avec Kubernetes. Donc, je pense le plus utilisant, le plus populaire projet maintenant, c'est un survey qui était juste publié, et un projet comme OpenStack, Kubernetes, Prometheus, Backstage, OpenTelemetry, il y a Argo CD. Donc, ça, c'est le projet maintenant le plus populaire pour l'instant. Donc, si vous êtes intéressé pour le Envoy Proxy, ouais. Donc, c'est les fondations qui continuent à grandir et d'être populaires. Et je pense surtout pour les gens qui font le Platform Engineering, SRE, DevOps, c'est quelque chose que vous utilisez chaque jour. Donc, ça, c'est notre événement juste pour votre connaissance et on essaie de partager les nouvelles et toutes les informations par rapport à ça. Puis les 10 ans de Kubernetes, c'était 2023 ou 2024? C'était l'année passée. L'année passée, 24, donc c'est un an après, c'est CNCF, c'est ça? Comme il expliquait, c'est la gouvernance autour des projets open source. C'était difficile pour Google de décider de faire ça au début parce que c'était comme attachement sur le projet. Et finalement, ils ont donné à tout le monde. Donc ça crée cette communauté formidable que vous êtes partis. Puis au-dessus de ça, il y a la Linux Foundation. C'est au-dessus, puis donc il y a Linux dessous ça, il y a React, il y a plein d'autres projets, il n'y a pas juste du CNCF. Il y a autre chose aussi. Rapidement, puis il y a des gens ici. T'es déjà Gold ou pas encore Gold? Gold. Et tu l'es? Oui. Wow, félicitations. La dernière fois que tu avais présenté, c'était toi, donc tu as travaillé fort. Il pourrait vous en parler si vous voulez des informations sur les trainings, des certifications. Il y a plein de certifications de Platform Engineering à Kyverno, à Istio, à Kubernetes, développeurs, plus sécurité, plus infra. Et un combo de plusieurs certifications vous donne Kubestronaut si vous en avez 5. Et Golden, c'est tout le combo des 13 certifications CNCF. Et il est le seul à Québec, j'ai l'impression. Ok. Donc il peut vous en parler en long, en large et en travers. C'est beaucoup de travail et de connaissances. Mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce que formation continue, vos compagnies, peut-être qu'elles vous payent des trainings ou des certifications. Essayez d'aller chercher ça. C'est toujours bon sur le marché autour des Cloud Native Computing. Et si vous ne voulez pas les faire, il y a des blogs, il y a des sites d'entraînement. Vous allez apprendre énormément, même sans payer pour passer la certification. Juste regardez le contenu et qu'est-ce qu'il faut savoir. Vous allez apprendre énormément. Est-ce qu'on a d'autres certifiés dans la salle de ces certifications-là? Nice, cool. Le quoi, CK? CKAD, nice, cool. Wonderful. Toi, tu es sécurité? Moi, j'ai fait la CNA et CSA. Nice. Le but ici, c'était de dire qu'il y a plein de projets dans le landscape, c'est certain, et il y a des maturités sur les projets. Qui n'est pas du tout familier avec les projets CNCF? Vous pouvez lever la main, c'est juste pour adapter un peu. En tout cas, vous connaissez, il y a des maturités de projets. Tu commences à sandbox, puis après tu es incubating, et après tu es graduated. Et il y en a beaucoup moins en graduated. Kubernetes fait partie des graduated, Istio maintenant. Mais là, c'est tout le landscape. Donc, ça donne une... Un gros truc quand même sur les graduated, c'est que les graduated, le développeur initial n'est plus majoritaire dans les commits. Ouais. C'est ça qui est très important. Il y a plein de critères autour de ça. C'est pour ça que quand Archie tantôt il disait Kubernetes est arrivé et après la gouvernance avec la CNCF est arrivée, c'était justement pour dire c'est quoi les critères de c'est quoi un bon projet, c'est quoi sa vélocité, c'est quoi les contributions externes, l'adoption des clients, des utilisateurs finaux. Qu'est-ce que ça prend pour rentrer dans une entreprise et être considéré aussi fiable et stable qu'un projet qu'on achèterait, qu'on paierait très cher d'une compagnie? C'est ça. Donc, effectivement, ça oblige qu'il y ait plusieurs maintainers, plusieurs développeurs, qu'il y ait des audits de qualité, de sécurité, qu'il y ait, je ne sais même pas quoi, mais toutes sortes d'affaires pour qu'on puisse dire, on met un tampon dessus en disant, vous pouvez avoir confiance, ce projet-là, il ne va pas s'arrêter demain si le développeur se fait écraser par un char. Fait que voilà, ça donne tout ça. Ils ont refait le site web, je pense, l'année dernière, parce qu'ils n'étaient plus capables de gérer autant de trucs.
là, ça permet d'avoir, parce que les projets, c'est bien beau, on peut les utiliser, mais ça demande des contributeurs, des utilisateurs, des communautés autour de ça, des gens qui se certifient, qui se forment, qui bloguent, qui testent, qui critiquent, qui reportent des bugs ou qui contribuent aussi. Donc là, ce qui est intéressant dans la CNCF, contribute.cncf.io, vous pouvez commencer quelque part, on a tous commencé quelque part, à lire un blog, à écrire un blog, à raiser une issue dans une doc, corriger un markdown file, peu importe, faire du Go si vous voulez aussi. En tout cas, ici, il parle de beaucoup de choses. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le mentorship. Si vous connaissez des jeunes qui sont un peu perdus, peut-être, parce qu'il y a peut-être une déconnexion entre les études et la réalité, là, il y a du mentorship, 2 fois par an, je pense, c'est du LFX mentorship. Tu as des jeunes qui peuvent intégrer des projets open source sur un projet bien cadré. Et ils ont un maintainer qui vient les sponsoriser, les mentorer. Donc, c'est ce genre de petites choses un peu qu'ils font, qu'ils organisent. Donc, c'est assez intéressant à regarder et à partager surtout. Je me suis permis de mettre ça aussi parce que c'est bien beau. Est-ce que c'est juste des licornes et des arcs-en-ciel? Moi, je trouve que non. Et c'est ça qui fait aussi la beauté des choses, de l'open source. Bien sûr, il y a une gouvernance. Mais il y a eu des petits dramas qu'on appelle dans les dernières années. Si vous avez entendu Redis, si vous avez entendu Terraform, les changements de licence. Istio. Généralement, Istio, pas vraiment, mais en tout cas, oui, il y a toujours du drama. Et en tout cas, c'est la réalité des projets. Il y a des entreprises qui sont capables de faire de l'argent avec des projets, qui sont capables de sponsoriser, d'avoir des maintainers, de les payer full-time. Si tu penses à Red Hat, Google, Microsoft, ils payent des gens à full-time. Mais la majorité des projets que j'ai mis ici, Lickerd, Nginx, Ingress Controller et autres, c'est des gens qui prennent du temps personnel et qui n'ont pas forcément de l'argent. Et donc, il y a des risques sur certains projets open source. C'est quelques références que vous connaissez sûrement, mais je trouve que c'est important. Parce qu'il y a un petit challenge au niveau de la CNCF. Ces gens-là leur demandent qu'est-ce que vous faites quand un projet est à risque, quand il n'y a plus les critères qui sont en place, comment vous pouvez aider. Et la CNCF a aidé. Par exemple, FluxCD, je ne sais pas si vous avez suivi le drama avec WaveWork. Eux, ils ont fermé la boutique. Ils ne pouvaient plus rouler la business. C'était les principaux mainteneurs de FluxCD. Ils ont tout arrêté. Les ingénieurs principaux, mainteneurs principaux ont peut-être été trouver de la job ailleurs pour être payés encore à faire ça, mais ce n'était pas assez. Donc la Linux Foundation a essayé d'aller chercher des sponsors, a été injecté de l'argent aussi. Donc c'est ce genre d'initiative qui est aussi, je pense, intéressant à regarder, parce que le court terme, c'est bien beau, mais le long terme, c'est là où les gens peuvent s'essouffler. C'est juste arrivé avec OPA, Open Policy Agent, tous les mainteneurs commençaient à travailler avec Apple. Parce qu'il y a un petit problème avec le travail, donc Apple va supporter le OPA Project maintenant. Un autre exemple, oui, effectivement. Mais tu sais, c'est bien aussi, il ne faut pas se mentir, l'open source, ce n'est pas juste gratuit, free et que des volontaires. Non, il y a des gens qui mettent de l'argent là-dedans. Donc voilà, il y a une réalité à gérer. Vous pouvez aller sur GitHub/CubeColor, par exemple. Il y a des moyens à travers GitHub. S'il y a des projets, je prends ça comme exemple, s'il y a des projets que vous utilisez souvent, vous pouvez les supporter, vous pouvez faire des dons en général via GitHub. Tout l'argent s'en va directement aux développeurs. Nous, ça nous permettrait par exemple d'imprimer des stickers CubeColor. Ou d'aller à CubeColor. Mais bon, ça, hein. Bon, on arrive à nos présentations. Donc, notre première présentation ce soir, Jean-Gabriel. Salut tout le monde. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une présentation comme ça. Puis, je suis content de la faire ici. Puis, je trouvais que ça tombait bien. Nous autres, notre timing, ça fait 5 ans qu'on a parti Nation Tech. L'idée, c'est de déployer du software puis de l'infra d'une meilleure manière. Je n'ai déjà parlé à quelques personnes ici. Mais donc, l'année passée, en fait, moi et Sylvain, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Puis, depuis 5 ans, presque, chez Nation Tech. Puis depuis l'année passée, on s'est dit, let's go. Là, les problèmes d'infra, le YAML qui pète, on est tanné. On a essayé de déployer, dans le fond, notre projet, c'est de déployer des micro-data centers, une grille de micro-data centers partout. Puis, pour maintenir ça, du YAML, ça ne marche pas. On a essayé avec CubeSpray, on a essayé avec plein d'affaires, on a regardé, Sylvain a plus fait de Terraform que moi, mais on l'a regardé aussi, puis c'est juste, on a besoin du vrai code. On a besoin de quelque chose de plus solide. Donc, l'année passée, on s'est lancé, on a fait le pas, puis
On s'est lancé dans Harmony. Là, on est rendu à, bon, je ne sais pas combien de commits, mais genre 60-70 000 lignes de code. On est capable de lever des clusters OKD bare metal avec ça. On est capable de déployer une application comme on va faire ce soir. Puis c'est un projet open source depuis le jour 1. En fait, à un moment donné, il a fallu que je l'enlève parce qu'on avait leaké des secrets, puis on l'a reparti. Puis c'est ça, ça fait partie de la game. Fait qu'on a choisi AGPL. Ils ont parlé des sagas de licence un peu. J'ai choisi AGPL, qui est probablement la licence la plus restrictive, parce que on veut que ce soit à communauté, puis on veut que ça reste à communauté, puis on ne veut pas qu'une compagnie puisse le prendre, le modifier, puis le redistribuer sans recontribuer back, comme nous on le fait dès le départ. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi cette licence-là. Donc, 25 minutes, c'est vraiment tête, fait que ça va flyer. Attachez-vous. Mes doigts risquent de s'enfarger. Mais là, j'ai oublié de mettre sa photo, j'ai pas eu le temps, là, mais s'il y a de quoi qui plante, c'est de la faute à Yann qui n'est pas là ce soir. Voilà. Fait que, premier disclaimer, c'est un bloc Lego. C'est-à-dire que là où on est rendu avec notre développement, c'est qu'on a un bloc Lego qui marche. Le bloc Lego qui est là, c'est notre mascotte. Donc, ça, c'est quoi? C'est un nano data center. Donc, on déploie des micros. Généralement, c'est là-dessus qu'on host nos clients. Ça, c'est un nano, c'est une version portable pour les démos, mais on a aussi des clients qui achètent ça un peu. Fait que ça, c'est notre bloc Lego. C'est là-dessus qu'on part, puis c'est là qu'on est rendu avec Harmony aussi, à automatiser et être capable de gérer ça d'une manière assez bonne. Puis après ça, comme des blocs Lego, on va en faire toutes sortes de formes, toutes sortes de couleurs. On va avancer. Donc, j'ai fait une petite histoire. Je me suis amusé un matin. J'ai fait une petite histoire. Je ne sais pas si je vous le cache. Au pire, il y a l'autre écran. Fait que c'est l'histoire de Petit Poisson. Pourquoi Petit Poisson? Je vous le présente. Parce qu'il aime nager dans la CNCF. OK? Il est à l'aise là-dedans. C'est un développeur, c'est un gars de plateforme, c'est un gars de DevOps, de SRE, whatever. Donc, c'est aussi le développeur d'un projet qu'on a trouvé, TryRust. Ce n'est pas un projet à nous autres, c'est un projet qu'on a trouvé sur GitHub. On voulait vraiment quelque chose de hand-off pour faire la démo ce soir. Et là, il travaille avec Gros Poisson. Puis Gros Poisson, il a dit « Hey, il faudrait déployer ton projet en prod aujourd'hui. Peux-tu faire ça, s'il te plaît? » « Yes, sir, ça va prendre 10 minutes. Haha, c'est une joke. Elle est bonne. Game on. » Fait que là, on part la démo. Donc, ouais. Ça, c'est suffisant. Ouais, je pense que ça va être suffisant. Fait qu'on a un petit tif de slide, là, mais c'est du code qui est sur master qui va rouler ce soir. Donc, je commence, je vais partir d'un clone frais juste pour dire. Hein. Je l'avais dans mon history. Donc, l'idée, c'était avec, bon, lève-le, Yann, c'est là que tu pointes, mais pas vraiment là, c'est quand même de ta faute, ça plante. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour inclure un projet dans Harmony? Là, ce qu'on va faire, c'est prendre un projet qui a, bon, il y a un Dockerfile dedans, mais c'est accessoire, il n'y en a même pas besoin. Puis, on va le packager automatiquement, on va créer une home chart autour de ça automatiquement, on va le déployer dans un cluster cross-loaded local qu'on va automatiquement provisionner aussi. Puis après ça, quand c'est le temps d'aller en staging, on change 2 variables d'environnement, puis on a exactement le même déploiement, exactement le même code qui envoie ça en staging, puis en production, qui vient avec une stack de monitoring, avec un Argo CD pour le continuous delivery et compagnie. Donc, c'est parti. Fait que pour commencer, je crée un dossier Harmony, puis là, je vais tricher un peu, je vais aller chercher les fichiers que j'ai préparés, mais que je vais vous montrer après. Ouais, comme ça. Ensuite de ça, je copie un Docker ignore ici. Ouais, ça. Non, c'est pas ça. Docker ignore. Mes doigts ne marchent plus. OK. Un back.docker ignore. Point. Donc, le Docker ignore, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tout simplement Harmony, parce qu'on ne veut pas avoir à refaire l'image Docker quand ça rebuild. Et si je vais dans Harmony, là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, Harmony, c'est un main.rs. Je vais commencer par cargo.toml, c'est juste des dépendances
mais il n'y a pas grand-chose là-dedans. C'est Harmony en gros, puis une couple de trucs qui sont utilisés. Ensuite de ça, c'est là que c'est intéressant. Donc, au début, c'est des imports et l'application. Voici comment on définit une application d'Harmony. Donc, ici, c'est une Rust Web App. On en supporte quelques-unes. La première, celle qu'on a choisie pour ce soir, c'est avec le framework Leptos, qui est un framework web. Rust, ça fait du end-to-end super bien, by the way. Le service port, ça vient du Dockerfile. C'est quelque chose qui doit être configuré par le user. Et ensuite de ça, puis, by the way, la Rust Web App, on n'a quasiment rien fait dedans pour la faire marcher avec TryRust. C'est ça le but d'Harmony. Ensuite de ça, notre application, on l'envoie dans un Application Score. L'Application Score, ça, le nom Score, c'est un hasard que ce soit le même nom que Mathieu est parti, mais Score.dev. Mais c'est quand même lui qui m'avait inspiré ça. Score, ça vient de Harmony. Harmony, bon, mon passé de musicien, je voulais un lexique un peu musical. Puis le score, ben, c'est la partition. Donc, c'est ce qui définit le travail qui va être fait. Donc, dans ce cas-là, l'application score, il définit l'application avec des features, packaging, deployment, Helm chart, Docker build, ça pousse dans un registry. Ensuite de ça, la feature monitoring. Là, ici, on a une application qui va être monitorée, puis on a un alert receiver qui est notre Discord webhook que j'ai préparé pour la démo. Et ensuite de ça, on passe l'application Application Score pour qu'il sache quoi. Ça, on veut encore améliorer le DX UX là-dedans, mais on trouve que c'est déjà un bon pas par rapport à ce qu'on faisait en YAML. Maintenant, là, on lance l'application, c'est parti. Kubernetes Anywhere Topology. Là, il y a de la magie là-dedans. C'est-à-dire qu'on va détecter avec ça, OK, quel profil tu veux utiliser? Ton kube config s'en va où? C'est quel type de cluster que tu as? Est-ce que tu roules sur un OpenShift? Tu roules sur du WS? Où est-ce que tu roules? On va le déployer pour toi si ce n'est pas fait, puis que tu es prêt à le faire. Et voilà. Ensuite, ça, c'est la liste de scores qu'on veut rouler. Ça, c'est tout simplement notre application score qui est défini plus. Donc, c'est parti. Work, GitHub, TryRust, Harmony. Ah, ça, c'est tannant. Attends. Cargo run, tout simplement. Ça vous prend une petite minute à builder. Ça, c'est un build qui a besoin d'être fait, en fait, qui a besoin d'être fait, ça au complet, c'est parce que je suis sur une machine de développement avec Harmony. Sinon, Harmony est pré-build, fait que ça sauve du temps. Un petit 30 secondes. Puis là, ce qui va se passer après ça, c'est qu'il va détecter que je n'ai pas de cluster K3D, ce que je peux vous montrer ici. Je n'ai pas de cluster K3D en ce moment. J'ai le binaire, puis même le binaire K3D, quand il n'est pas disponible, il va le télécharger tout seul dans local chez Harmony K3D. On n'a pas pris d'assumption pour l'instant sur votre binpath ou ces choses-là, parce que c'est le genre de choses qu'on verra avec le feedback de la communauté. Donc, maintenant, là, mon K3D cluster Harmony installed, il est prêt. Et je déploie mon application. Aussi, quand on installe K3D, on set la config à ça. Ça nous est arrivé trop souvent, trop souvent, pas tellement souvent, mais une fois, c'est trop, de ne pas être sur le bon cluster et de faire une commande. Fait que maintenant, ça le force. -n TryRust. Donc, c'est en train de déployer toutes sortes de choses. Et à la fin, ça nous fait un petit résumé. Ça, si ça marche, c'est de la faute à Yann. Fait que c'est correct. On va lui donner ça. Puis, mon TryRust est déployé. Donc, c'est une petite application qu'on a pris de GitHub, qui n'avait rien dedans. Si je vous montre vraiment les commits, là, je ne suis pas dans TryRust. Si je montre un GitLog, on n'a jamais parlé à ce gars-là, on n'a jamais contribué à ce projet-là. On a juste pris son projet de GitHub, build package, puis ça lève. Maintenant, Harmony use local K3D false, Harmony profile staging. Je vais faire un petit clear pour que ce soit plus haut. Et on repart le déploiement. Maintenant, il faut que je switch mon profil. Config. Voilà. Maintenant, je suis connecté sur un de nos clusters, un de nos micro data centers. Et je peux faire mon déploiement. Use local code Harmony profile. J'ai mis Harmony en debug. C'est une option, ça donne un petit peu plus de log.
Je peux leur mettre en info pour là, c'est un petit peu plus clean. Puis là, tout est déjà packagé, l'image est déjà buildée, fait que c'est super rapide. Fait qu'avec ça, on déploie plein de choses. On déploie Argo CD, entre autres. On déploie après ça Grafana, Prometheus. On déploie, dans le fond, une stack de monitoring. Tout est connecté ensemble. Puis ça va être là. Ça va prendre à peu près 1 minute. Pendant ce temps-là, bon, à peu près 1 minute, peut-être même moins qu'1 minute. Ça fait que... On ne l'a pas fait encore ça parce qu'on voulait que ce soit le plus pareil dans tous les environnements possibles. Puis on voulait aussi permettre à un de nos clients, ben en fait, à nos clients, d'avoir un tenant dans un cluster, un tenant vraiment lightweight, qui a juste accès à un namespace, puis qui ne fait pas d'assumption sur le reste du cluster. Puis aussi, quelque chose de super important pour nous, c'est que ce soit portable, que ton déploiement, tu puisses l'envoyer n'importe où, fait qu'on fait le moins d'assumptions possible. On te package tout, c'est pareil. C'est un peu l'idée de Docker, en fait, de venir avec tes dépendances, mais à plus grande échelle. Donc, c'est fait. Fait que là, on peut voir. Maintenant, ça roule sur Sto 1. Il est où mon try rust? Il est en haut ici. Not available. C'est la faute à Yann, je l'avais dit. Mais là, ça, c'est censé lever, par exemple. C'est l'effet démo. Ben oui, ben oui. Il est censé être running. Default, router default. Bon, l'ingress n'est pas là. Prometheus, Grafana, Manager, Argo, TryRust. Ah, c'est ça. Voilà, merci. Il fallait que je clique sur le lien d'Argo avant, pendant que ça déployait. C'est ça, il faut qu'Argo soit levé. Une fois qu'Argo est levé, il détecte sa CRD. Et je m'en vais chercher ça. Reload page, ça c'était parce que le namespace TryRust n'existait pas tantôt. Maintenant, il existe. Workload, secrets. Et là, je m'en vais chercher Argo CD initial admin secret. Une petite gymnastique à faire. On a aussi une intégration avec les secrets qu'on n'a pas fini de plugger avec ça. Secret Manager, en ce moment, il y a 2 modes. Un mode local file, pratique pour du développement, puis un mode avec InPhysical. On choisit InPhysical plutôt que Vault pour commencer parce que la licence est un peu plus permissive. Notre stack, on la voulait vraiment 100% open source. Il n'y a rien de propriétaire là-dedans. Donc, maintenant, TryRust est pété. Fail to load. PC. Connection refused. Évidemment, j'ai fait la démo 10 fois cet après-midi. J'ai jamais eu de petit problème. Mais c'est la vie. Ben oui, ben oui. OK. Fait que là, on va faire du debugging en groupe, mais mettons, on se donne 2 minutes. Là. Ça, c'est interne au cluster. C'est juste le service qui n'est pas up. Là. C'est quoi ce service-là? Resync. Souvent, tu resync avec Argo, puis ça fonctionne. Peut-être. OK. Non, mais tu refresh, hard refresh. Ouais. Regarde, on va faire un autre déploiement, voir. Des fois que ça me surprendrait que ça fixe quoi que ce soit. Mais... Un autre déploiement, ça va redéployer par-dessus ou ça va d'abord tout effacer et recommencer? Ça déploie par-dessus comme... en fait, ça rapplique les ressources Kubernetes, c'est tout. Fait que quand il y a juste un petit fixe à faire, puis ça faisait partie de la démo que je voulais faire, de l'alerte Discord, par exemple, ben, on peut l'enlever, la remettre, puis ça va s'appliquer. C'est seamless, il n'y a rien qui tombe dans le... Ah, là, il est healthy. Je ne sais pas si c'est mon redéploiement qui l'a fixé, mais là, il est up. Fait que, bon. Merci. Donc, je pense qu'on peut retourner à l'histoire de Petit Poisson. Fait que ça, c'est l'idée qu'on a eue. Mettons, ça, c'est une feature qu'on a faite avec Harmony pour l'instant, l'application. C'est vraiment né pour gérer des clusters distribués. On a travaillé beaucoup plus là-dessus. Mais pourquoi on l'a fait? Puis pourquoi on l'a fait en Rust? Je vous l'ai déjà dit un tout petit peu. Puis là, je continue l'histoire de Petit Poisson. OK, j'ai-tu encore du temps? Time check? Ouais, ça va. J'ai été assez vite, je pense. Petit Poisson, il est content. Il a réussi à déployer son app. Il fallait qu'il l'applique 2 fois ce coup-là. Mais ça a marché.
Le lendemain, ou whatever, 2 semaines plus tard, gros poisson, il écrit « Hey, il y a une nouvelle update de la landing page de Wikipédia. Peux-tu downloader https://wikipedia.org dans TMP? » Bon, yes sir, ça va prendre 2 minutes. Il se dit « Aujourd'hui, je vais faire ça avec Ansible. » Nice. Fait qu'il s'écrit... il écrit un petit playbook Ansible, pourquoi pas. Il continue. Hey, je suis un bon développeur. Je vais faire un Ansible lint là-dessus pour m'assurer que j'ai bien codé ça. Yes, sir. Mon linter passe, git push. Puis ça, évidemment, ça ne fait jamais le jour même. Ça fait 6 mois plus tard ou 75 ans plus tard. Bon matin, le download de Wikipédia fail. Check ça, s'il te plaît. Bon, ça commence à mal aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, j'ai fait un peu exprès de passer vite tantôt, mais je suis certain qu'il y en a qui l'ont spoté. Il manquait un slash dans l'URL de Wikipédia. Ça, c'est le genre de choses qui arrive tout le temps. Puis, ça nous est arrivé trop de fois avec Ansible puis whatever d'autres choses pour se dire, mais on devrait avoir quelque chose de mieux que du YAML. C'est une des motivations. Fait qu'il commence à avoir mal. Puis dans Ansible. What if, on y va avec Terraform. OK, Terraform, je vais créer un subnet. Puis là, il y en a peut-être qui ont spoté l'erreur. Terraform plan, c'est beau, tout est beau, il n'y a pas de problème. Tout le monde est content. On check. Terraform apply. Yes. Es-tu correct? Tu vas bien? Tu veux l'appliquer? Tu es sûr? Ben non. Ben non, pourquoi? Parce que le CDR, c'est un 63 invalide CDR bloc. Fait que, pourquoi est-ce que l'infra est capable de le checker? Puis pas le framework qui drive l'infra. C'était ça. C'était à ça qu'on ressemblait pour vrai. Après, ça a été arraché à la tête pendant des mois à essayer dans les entrailles de CubeSpray à comprendre, mais pourquoi il y a du monde qui utilise ça? T'sais, ça doit marcher, c'est nous autres qui cavent. Mais on a laissé faire. On a dit c'est mort. Fait qu'on s'est dit harmonie. Et là, autre très petite démo, beaucoup plus simple que l'autre. J'ai mon Discord ici, vous avez peut-être remarqué Hurl. Hurl, pourquoi? C'est parce que le namespace URL existait déjà, fait qu'on l'a appelé autrement, puis on trouvait ça un peu drôle. Fait que là, j'enlève mon 2 points ici. J'ai pas le droit de compiler, je le sais tout de suite dans mon éditeur. Ça nous a pris 5 minutes d'écrire ce macro-là, parce qu'on avait une application du code, un langage qui nous le permettait. C'était juste ça la démo, puis c'est pour juste ça qu'on l'a fait. C'est-à-dire que, là, oui, c'est juste une validation de la string, mais après ça, quand je vous dis on a le bloc Lego, c'est-à-dire que cette macro-là, elle roule dans votre éditeur. Cette macro-là, elle roule tout le temps. Cette macro-là est capable de checker plein de trucs. Fait qu'on peut aller valider. Après ça, l'URL, hey, as-tu le droit de déployer sur ce domaine-là? Est-ce que tu as les permissions? On peut checker ça, tout ça dans ton éditeur. Fait que le shift left, tout le monde est familier avec ça ici, j'imagine. Fait qu'on s'est dit, let's go, on shift left, ça nous permet de le faire. C'est pour ça qu'on a fait Harmony. Voilà. C'est ça. J'ai mis une couple de liens. Nous autres, comme j'ai dit, c'est un projet open source. On commence à être prêt à prendre des contributeurs publics. On a plein d'issues, des good first issues, des whatever. Fait que c'est ça. On est là aussi pour vendre des boîtes. Fait que ça, c'est pas pour ce soir. C'est quoi le type de client que vous ciblez avec ces nano data centers? Nano. Et pourquoi ils vont vers ce genre de solution-là? OK. Ben, on a un en particulier que les autres, c'est qu'ils veulent absolument garder ça à l'interne. Ils sont zéro technique. Fait qu'ils veulent un contrat de support full. Ils veulent pas que ça coûte trop cher. Ils veulent quelque chose de solide. Puis avec ça, étant donné que c'est pas du matériel de serveur, c'est du matériel desktop moyen de gamme, mettons. C'est des Tiny Lenovo moyen de gamme. Ben, c'est quand même assez solide. Puis c'est tout redondant là-dedans. Fait qu'on est capable d'en cramer plus. Puis ça fait qu'on a à peu près jamais de maintenance à faire là-dessus. Celui, ça fait 1 an qu'il roule, puis on n'y a jamais touché. Okay. Puis le jour où il y aura quelque chose qui va planter, on ne sera pas pressé d'y aller parce que c'est full HD. Donc, vos nano data center, en termes de hardware, c'est quasiment à chaque fois les mêmes configs, ou vous montez des configs spécifiques pour chacun de vos clients? Par exemple, celui-là, il y a quelque chose comme 10 Tera de stockage, à peu près 64 GB de RAM, non plus que ça. Mettons 150 GB de RAM à peu près utilisable sur les workers. Ça fait que ça fait pour plein de workloads, puis ça sort à un prix. Le client, la dernière fois, il m'a dit je m'attendais à 2 fois plus. Fait que, bon, on a du travail de pricing à faire. Mais c'est ça. C'est ça. Ça, c'est le format nano. Puis sinon, on fait des racks aussi. On peut faire des clusters plus gros. On fait des clusters distribués.
Et ça, c'est du matériel local que j'ai acheté auprès de broker que pour reconditionner. Ou c'est du matériel neuf? C'est tout. Le dernier qu'on a vendu, c'était du neuf. Mais en général, c'est plus âgé parce que, en fait, il n'y a pas vraiment de raison. C'est parce que la clientèle est allée dans ce sens-là plus. Mais aussi parce qu'on a une vision on a une vision de gérer au niveau software les failures qui peuvent être hardware. Ça, je te dirais, la grosse compagnie qui représente le plus ça, c'est Facebook. Là. Ils ont toujours été avec du matériel comme ça, hétéroclite. Ils ne se sont pas dit, nous autres, on achète juste du Dell, puis c'est fini. C'est du n'importe quoi dans leur data center. Ça fait qu'à un moment donné, ils se lock-out de leur data center. Ça, Sylvain s'en rappelle, c'était comique. Ça. Ils ont été down pendant 8 heures, il y a genre 2 ans, parce qu'ils s'étaient lock-out. Ça n'avait pas rapport avec le matériel usagé. Mais donc, rapport qualité-prix, mettons, performance, puissance, quantité de RAM, etc. À moins d'avoir vraiment des besoins de performance super précis, l'usager, ça fait pour la plupart des workloads. Okay. Merci. C'est OKD qu'on installe principalement, puis complètement fait par Harmony. Oui, OKD qui est la distribution, en fait, le pendant open source d'OpenShift. Fait que, tantôt, vous l'avez peut-être remarqué, le dashboard, je sais qu'il y en a ici qui utilisent OpenShift à job. Fait que c'est OKD qui a eu une très belle maturation dans les 2 dernières années, je dirais. Là. Ils ont fait un switch du clean-up, ils ont bien travaillé avec Red Hat. C'est un projet qui va super bien, c'est le fun à utiliser. Storage, on est backé par ça. Ouais. Notre stack software, en gros, ça, en fait, j'ai fait exprès de t'en parler aujourd'hui parce que ça va être trop long. Mais j'aimerais vraiment s'en parler, peut-être à un autre meet-up ou peut-être qu'on va faire de quoi. Là, moi, je tombe plus en mode marketing pub un peu. Là. Fait que je vais faire des vidéos et whatever là, pour y suivre ça. Le nom de la compagnie? Nation Tech. Va pas sur notre site web, il est dégueulasse. C'est le gars de marketing. Ouais, c'est ça, il va falloir faire un À partir de training. demain, je suis le gars de marketing. Ok, c'est bon. Ouais. Pas aujourd'hui. En fait. Question au fond. C'est peut-être, je me suis vraiment rendu compte que je n'ai pas des bons yeux, mais tu montrais dans le fond qu'avec une macro, tu étais capable de, comme Wildfine, checker la validité d'un certain URL. Ouais. Et c'est quel genre de check que vous faites sur l'URL, mis à part qu'il est bien formaté, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mettons, OK. point de Rust, je ne sais pas à quel point c'est puissant le système de macro Rust. Ben, en fait, à quel point c'est puissant? C'est puissant puis ça ne l'est pas. C'est-à-dire que cette macro-là, c'est une macro. C'est pas une proc macro, c'est l'autre sorte, là, le nom m'échappe juste pour mal faire. Mais bref, c'est une macro qui a juste accès au caractère que tu y passes à l'intérieur de sa fonction. Donc, on peut juste travailler avec cette URL-là, mais après ça, c'est du code compilé Rust full qui roule. Tu n'es pas limité par un DSL de macro derrière ça. Ça fait que après ça, tu peux importer des libres, tu peux faire n'importe quoi. Ton input, c'est ta string. Tu n'as pas accès au compilateur à l'AST à ce moment-là, mais tu peux faire n'importe quoi avec cette string-là. Ça fait que tu peux la valider, tu peux connaître le contexte d'exécution. Tu sais, nous autres, on peut savoir que c'est une macro-harmonie, tu as accès à tel cluster, tu es dans tel tenant, fait qu'on est capable de faire de la validation plus avancée. On ne le fait pas encore, mais l'architecture le permet là, sans problème. Oui. C'est une question qui suit un peu la sienne. Oui. Dans le fond, ça valide aussi les blocs CDR, comme tu disais tantôt. Ton slash 33 qui était brisé et qui t'a pris une semaine à trouver. C'est ça. La macro va régler ça aussi. Absolument. On a une macro IP qui valide des adresses IP. La macro CDR, je ne sais pas si on l'a fait, mais tu sais, ça prend 10 minutes. C'est 15 lignes de code. Okay. Bon, je vais vous la montrer, la macro. Ça prend 15 secondes. La macro. C'est le genre d'erreur qui peut arriver dans un déploiement d'infra. Regarde, absolument. Fait que URL, parse, URL string, that's it. Puis si le parsing est OK, ben là, on t'envoie le code à compiler. Puis si le parsing fail, on t'envoie un message, une erreur de compilation. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Puis ça, c'est du vrai code Rust, là, comme je disais. Merci. Et merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, il reste là. On va prendre une petite pause de toute manière d'une dizaine de minutes, le temps de se préparer. Et puis après ça, on enchaîne sur les 2 autres présentations. Et, normalement, on aura un petit peu de temps à la fin aussi pour se jaser. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Michael, je travaille chez WordPress, je manage les devs chez WordPress. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Dinosaur with a Blade, How to Modernize Your CI with Dagger and Deno. Avant de commencer, pourquoi vous
devez écouter quelqu'un qui manage des devs. Avant de manager des devs, en fait, je travaillais en platform engineering. Puis j'ai fait beaucoup de gestion et d'automatisation de CI, des choses comme ça. Puis après avoir fait ça, j'ai découvert Dagger, qui est un outil qui est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si ici, il y a beaucoup de monde qui savent c'est quoi Dagger à main levée. On a eu des présentations déjà. Ah, OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise à main levée au travail? Au travail. OK, pas grand monde. Ça montre quand même que Dagger, c'est un outil assez récent et bleeding edge. Avant de commencer aussi, je vais expliquer pourquoi on aurait besoin de moderniser un CI. En réalité, tout le monde le sait, là, du YAML, c'est vraiment horrible à manager. Je ne sais pas qui ici qui ont commit après commit essayé de faire fonctionner leur CI, qui pushait, il faisait rouler, ça plantait, il pushait, faisait rouler, ça plantait. Non, ça arrive à tout le monde? Jamais. Jamais? Ouais, c'est au moins 15 fois aujourd'hui. C'est vraiment pas plaisant. Puis un des gros problèmes avec le CI d'aujourd'hui, c'est que ça ne fonctionne pas localement. C'est difficile à réutiliser, c'est difficile à combiner ensemble. Par exemple, avec des GitHub Actions, on a une action qui est réutilisable, mais on n'a pas plus de facilité à aller plus gros, plus petit. C'est vraiment des unités très comprimées qu'on doit réutiliser. Il y a du templating dans tous ces systèmes-là, similaire à des Helm charts. Il y a du templating dans des GitHub Actions. C'est vraiment horrible à débugger. C'est vraiment lent. Le système de caching fonctionne très mal dans les systèmes de CI modernes. Oui, tu peux cacher des volumes, tu peux cacher des choses, mais il faut tout que tu set up toi-même. C'est vraiment difficile à utiliser. Débugger, c'est encore pire. Puis, il n'y a rien qui est typé. Avant de continuer, je vais faire une petite tangente parce que je sais qu'ici, il y a probablement beaucoup de monde qui travaille dans le domaine platform engineering. Moi, c'est ma description personnelle. J'ai 3 piliers dans platform engineering. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut essayer de trouver c'est quoi le deuxième pilier? Le premier que je vais donner, c'est observabilité. Y en a-tu qui ont une idée? À main levée? Recovery. OK. Recovery. Une autre idée? Infrastructure. Fiabilité. Très bon énoncé. Recovery, ça rentre dans fiabilité. Et le troisième pilier, c'est automatisation. Pour moi, c'est les 3 piliers. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, vous viendrez me parler à la fin de la présentation. Aujourd'hui, évidemment, je me concentre sur l'automatisation. CI, ça rentre là-dedans. Un autre petit tangente. En platform engineering, Go, c'est probablement l'outil le plus utilisé. C'est l'outil que tout l'écosystème de platform engineering, comme vous le voyez ici, c'est tout écrit en Go. Il y a beaucoup de tooling, il y a beaucoup d'outils. La raison, moi, aujourd'hui, je vais parler de Deno. C'est très similaire à la raison pourquoi j'aime Go aussi. C'est que le tooling autour de Go, puis l'écosystème vient avec le langage. La personne qui a écrit Deno l'a écrit en Go initialement. Et la plupart des décisions qui ont prises dans le langage ont été faites, ou dans le runtime, ont été faites avec Go en tête. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Deno, c'est un runtime qui est TypeScript first, comparativement à Node. Deno, ça a beaucoup d'avantages. Comme j'ai dit, c'est TypeScript first. Comme Go, il y a des URL import. Ça va être vraiment important dans la présentation. Tout le tooling qui vient avec, c'est Format, Secure. Ils ont plein d'outils vraiment puissants dans l'écosystème aussi de Deno. Comme j'ai dit, je vais mettre un gros emphase sur l'import URL. La grosse distinction que je fais, la raison pourquoi je ne parle pas de Go avec Dagger, que je parle de Deno avec Dagger, c'est parce que je trouve que le TypeScript, c'est beaucoup plus facile à faire du scripting language. Un scripting language, c'est souvent ce que tu vas utiliser dans un CI. C'est souvent ce que tu vas mettre ensemble, avoir des petits bouts de code à droite et à gauche, comparativement à Go, qui est un peu plus un outil de projet ou système design, langage de système design. Première fois que j'ai fait cette présentation-là, en réalité, Dagger et Deno ne fonctionnaient pas ensemble. Fait qu'il fallait utiliser la version 0.9.6 pour le faire fonctionner ensemble. Depuis ce temps-là, ça a été réglé. Maintenant, c'est supporté nativement. Je suis vraiment content. Je pense que ça fait 1 mois que c'est sorti. Fait que ça a bien à donner pour la présentation. Maintenant, Dagger. J'ai vu qu'ici, il y avait quelques personnes qui connaissaient c'était quoi, vu qu'il y a eu des présentations avant ici par rapport à Dagger. Pour ceux qui ne le savent pas, Dagger, leur headline, c'est de dire « Goodbye, push and pray ». Donc, de dire « Je vais pouvoir rouler mon CI en toute confiance, en sachant que ça va rouler parfaitement parce que ça fonctionne localement et je peux écrire dans mon langage à moi. Je peux l'écrire en Go, je peux l'écrire en TypeScript, je peux l'écrire en Python. C'est quand même assez complexe, Dagger.
je vais essayer de le simplifier le plus possible. Je ne vais pas rentrer dedans en profondeur. En réalité, Dagger, c'est un serveur qui a un API GraphQL. Eux, qui te donnent un SDK pour communiquer avec ce serveur-là. Et le serveur va exécuter des commandes avec le Docker Daemon. Fait que si tu as un Docker Daemon, Dagger est capable d'exécuter les commandes que tu veux. Et il va utiliser à sa pleine puissance le Docker Daemon parce qu'il utilise BuildKit. Fait que tout le système de caching quand vous buildez des images Docker vient d'être utilisé par Dagger pour faciliter puis accélérer l'exécution des différents scripts qu'on va utiliser pour builder notre CI. Si je reviens un petit peu plus tôt, j'ai un exemple ici, vraiment simple, qui va peut-être vous donner une idée de comment ça fonctionne. Donc, j'ai un petit script en Deno ici, en fait, en Node celui-là. Première chose que je fais, je me connecte à Dagger. Ensuite, j'ai un petit array avec différentes versions de Node. Je m'en vais chercher sur mon repository local le directory courant. Et je parcours toutes mes versions de Node. Je crée un container avec cette version-là. Je viens monter la source que j'ai téléchargée localement. Et je viens rouler npm install dans mon container. Ensuite, je roule mes tests pour chacune de mes versions de Node. Et à la fin, je build mon code. Donc, de cette manière-là, avec une petite boucle, j'ai testé Node 16, 18 et 20. Vraiment facilement. Je peux rajouter un 22, un 24 pour tester les nouvelles versions de Node. Comme j'ai dit tantôt, Dagger, c'est un petit serveur GraphQL. Donc, on pourrait l'utiliser d'autres manières. Quand tu roules la commande Docker Run ici, la seule chose qu'il vient faire, c'est qu'il vient injecter 2 variables d'environnement qui te permettent de te connecter à ton Dagger, ton serveur Dagger, pour faire des queries GraphQL. Donc ça, c'est un exemple avec curl, où est-ce qu'on pourrait aller rouler une petite commande pour aller chercher le contenu d'un fichier dans l'image Docker d'Alpine. Aussi simple que ça. Donc, il y a beaucoup de bénéfices à Dagger. Il y a le caching, comme j'ai dit tantôt, parce que ça utilise BuildKit. C'est built-in dedans. Tu peux aussi utiliser des volumes pour cacher ton exécution. C'est rapide, encore une fois, parce que tu utilises la cache. Il y a des systèmes de secret, c'est open source. Tout est as code. Donc, un peu comme notre mentalité d'avoir Terraform, notre mentalité d'avoir d'autres outils as code, c'est vraiment tout est comité dans un repository. C'est composable. Il y a un UI, il y a une communauté autour. Maintenant, si on veut utiliser Dagger dans des GitHub Actions, c'est vraiment simple. Évidemment, il faut quand même qu'on ait une GitHub Action de base qui va lancer mon script Dagger. Je vais vous montrer un peu plus tard comment l'utiliser. Ça, c'est un exemple de la GitHub Action. Je vais la remontrer plus tard de cette manière. Maintenant, je suis rendu à faire une démo, en espérant que tout va bien. La première chose que je vais parler, c'est Deno. Je vais juste montrer un petit script Deno. Deno, le gros avantage, comme j'ai dit tantôt, je vais zoomer un peu le code. Gros avantage, comme j'ai dit tantôt, c'est un langage ou runtime qui permet de faire du scripting. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je pense que c'est un bon langage pour faire ça? Ici, comme vous voyez, j'ai un seul fichier. J'ai pas 10 fichiers, j'ai pas un GoMod, j'ai pas un lock, j'ai pas. Mon projet, c'est juste un fichier. Si on fait du CI, un fichier, c'est vraiment ce qu'on a besoin pour exécuter notre CI. En réalité, c'est 2 fichiers parce que j'ai quand même mon workflow qui est défini ici. Maintenant, ici, la seule chose que je fais, c'est définir un petit serveur. Fait que je peux vous montrer ça ressemble à quoi pour rouler. Deno run A. Demos 1. OK. Je lance un petit serveur, si je l'ouvre, il va juste répondre avec Renault dedans. Vraiment, vraiment simple. Rien de compliqué. Je vais aller à mon deuxième exemple. OK. Maintenant, je rentre dans Dagger, comme j'ai montré tantôt. Maintenant, je vais l'exécuter. C'est un exemple vraiment simple. J'ai défini une app ici, dans le dossier app. C'est le même petit fichier que je viens de vous montrer. Et un Dockerfile qui permet de builder cette application-là avec Deno. Et un petit test end-to-end qui va permettre de tester cette app-là. Vraiment, vraiment simple. Je vais montrer du CI par-dessus pour vous montrer à quel point Dagger et Deno est puissant pour venir faire du CI, en fait. La première chose que je fais, c'est vraiment simple. Je vais juste loader mon app, monter mon app dans un directory dans BusyBox et lister tous les fichiers qu'il y a dans mon app.
Ici, j'ai un petit alias qui s'appelle DR. C'est la commande que vous avez vue tantôt. Fait que, si je vous montre ça ressemble à quoi cet alias-là, c'est vraiment simple. Alias DR. Dagger Run, Deno Run avec quelques paramètres pour ne pas avoir de logfile et de nom de module. Vraiment, vraiment simple. Donc, démo 2. OK, ça a pris 3 secondes. Je suis allé lister les files. Un des gros avantages qu'on a avec Dagger aussi, c'est le UI que ça nous donne. Si moi, en tant que platform engineer, je veux donner plein de petits scripts que des personnes peuvent rouler dans leur CI, je vais avoir la visibilité sur qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, le temps que ça prend pour chacune des étapes dans mes scripts. Et Dagger vient nous offrir un UI pour aller voir justement le temps d'exécution de chacune des étapes. Donc, je peux aller après ça optimiser ces apps-là pour mes devs. Vraiment, vraiment utile. Si je reroule ce script-là, évidemment, maintenant, ça a pris vraiment moins longtemps sur un petit script, fait qu'on ne voit pas vraiment la différence. Mais le caching de Dagger, parce qu'il vient utiliser BuildKit, est built-in. Donc, je n'ai pas besoin de coder quoi que ce soit pour avoir le caching qui m'est donné. C'est fait pour moi. Une autre feature de Dagger qui est vraiment, vraiment intéressante, c'est son système de service. Donc, tantôt, j'avais mon app, j'ai mon test end-to-end. Si je voulais faire ça, puis tester en montant mon app, en roulant mon test end-to-end sur mon app, c'est vraiment complexe. Parce que dans GitHub Action, il faut que j'aie accès au Docker Daemon, il faut que je spin up un service. Il n'y a rien qui est bien fait. Dagger vient nous donner plein d'utilitaires pour faire ça. Ça vient simplifier notre vie. Ici, en 20 lignes de code, je suis capable de spin up mon app et de la coller pour faire couler mon test end-to-end dessus. Encore une fois, je viens chercher ma source avec mon app. Je me crée un nouveau container, Deno. Et ici, je viens builder mon container pour qu'il soit prêt à être roulé. Fait que je vais builder le container ici avec mes dépendances. J'utilise 2 fois mon container. La première fois que je vais l'utiliser, c'est pour créer un service qui va rouler Deno. Deuxième fois que je vais utiliser ce container-là, encore une fois, qui est prêt à être roulé, je vais aller monter mon service que j'ai défini ici et je vais rouler mes tests par-dessus ce service-là qui est défini. Donc, si je fais le démo, comme j'ai dit, ça roule sur ma machine, mais ça roule aussi dans mon CI. Ça roulerait à n'importe quelle place qu'il y aurait un Docker Daemon. Ça pourrait même rouler dans Kubernetes. Vraiment, vraiment puissant comme outil. Là, tout passe, tout a bien fonctionné. Mon test a roulé par-dessus mon serveur. Puis si je vais aller voir mes logs, comme j'ai dit tantôt, je ne les vois pas dans mon terminal parce qu'ils sont envoyés sur ce petit UI-là. Je peux venir ici et regarder les logs de mon test. J'aurai tous les logs qui se sont produits avec cette étape-là. Un petit test qui a réussi. Vraiment, test vraiment simple, mais ça montre la puissance. Dagger est bâti par-dessus Docker. Vous pensez que ça prend combien de lignes de code pour builder une image Docker? Main levée. Une ligne de code. Et là. Oups. Ça vient. Fait que j'ai juste à monter mon directory, Docker build, ça va builder mon image Docker. Aussi simple que ça. Je vais faire ça ici, puis zoomer un petit peu plus. Oups. Je vais le rouler, juste pour vous montrer. Vraiment rapide. Ça a pris 3 secondes. Je la roule. Ça prend encore moins de temps, 1 seconde. Évidemment, parce que c'est bâti par le Docker, encore une fois, ça intègre aussi des Docker Registry. Si je voulais déployer, en fait, publisher mon image Docker dans un registry, j'ai 2 lignes de code à ajouter. Ça va le faire pour moi. Vraiment simple comme manière de fonctionner. Ça fonctionne local, ça fonctionne dans mon CI. Mais il y a 4, il y a un Dockerfile dans le répertoire. Oui, okay. Exact. J'ai mon Dockerfile juste ici. Je ne suis pas obligé d'avoir un Dockerfile. Je ne l'ai pas codé, ce démo-là. Mais tout dans Dagger est un container. Donc, je pourrais juste décider à un moment d'arrêter, de prendre le container que j'ai créé puis de le publier sur un registry NPM.
Donc, si je reviens un peu dans les exemples d'avant, ici, quand je fais container from BusyBox, ici, je pourrais faire publish, puis décider de publisher sur un registry, ça marcherait. Évidemment, moi, je le montre en tant qu'outil de CI, mais c'est un outil aussi de gestion de pipeline, un petit peu d'orchestration. Je pourrais avoir du code qui vient publier une image, puis après ça, plein d'autres runners qui viennent prendre ces images-là, qui fait d'autres exécutions dessus, puis le distribuer à travers plusieurs workers pour peu importe le pipeline que vous voudriez faire. Comme j'ai dit tantôt, le CI, c'est dur à débugger. Ici, ça paraît comme si c'était dur à débugger. Je n'ai pas vraiment de contrôle sur ce qui se passe, où ça se passe. Il y a des manières d'avoir des interactions avec Dagger. Donc, si je fais Dagger Run, Demos 5, et je roule cet exemple-là, ici, j'ai ajouté un point terminal. Qu'est-ce que ça fait, le point terminal? Ça me donne un terminal dans mon container que je suis en train de rouler. Je peux faire les commandes que je veux, je peux aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier-là. Donc, à n'importe quel moment, si je veux commencer à débugger, je peux rajouter des points terminal un peu partout dans mon script. Puis je vais avoir un point d'injection où est-ce que je vais pouvoir voir ce qui se passe dans mon CI. Depuis la dernière fois que j'ai lu Dagger ou que j'ai présenté Dagger, ils ont rajouté des features. Une des features, c'est l'intégration avec les LLM. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas rajouté de caching par-dessus. Je trouve ça un peu bizarre. Là, vraiment, la force de Dagger, c'est le caching et c'est l'exécution rapide. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est intégré maintenant. Donc, il y a une petite manière, je le montre ici, là, vraiment une manière facile d'utiliser des LLM qui est built-in dans Dagger, si vous voulez faire des petits scripts qu'ils font. Nice. Donc, le petit script que j'ai exécuté est vraiment simple. J'ai donné du code, j'ai dit « Tell me if the following code is good or bad ». Puis à la fin, il me dit oui ou non. Le code est good, true. Ça va revenir un petit peu plus tard. Ma dernière démo est assez... exactement. Moi, je suis rendu un manager, fait que je trosse les airs pour savoir si mon code est bon ou non. Prochaine publish, exact. Le laisse publisher aussi pour moi. Prochain exemple, c'est plus pour montrer comment Dagger fait pour comprendre où est-ce qu'il peut commencer quand il y a de la cache. Chacune des étapes dans Dagger vient créer un ID. Cet ID-là, il appelle ça Content Addressable. Donc, le contenu que Dagger a est haché un peu pour avoir un ID qui est tout le temps la même pour le même contenu. Donc, si je réexécute le même script et j'exécute mon script sur un container qui est caché, avec une commande qui a déjà été exécutée sur ce container-là, on sait que l'output va être le même. Donc, il n'y a pas besoin de le faire. Donc, il va être capable de sauter toutes les étapes. Le moment où est-ce qu'il va exécuter, c'est vraiment la commande qu'il a besoin. Il va l'exécuter in place où est-ce qu'il est rendu dans le script. Donc, ici, je fais vraiment un démo assez simple. Je vais montrer le code après, juste pour vous montrer en premier que ça retourne true. Ici, le code est simple. Je me crée un fichier et je me crée deux containers qui sont pratiquement identiques, enfin, qui sont identiques, 1 et 2. Puis ça, je regarde leur ID. Les ID sont identiques parce qu'ils ont le même contenu. Donc, Dagger est capable facilement de retrouver où est-ce que tu étais rendu. Et je peux partir du même container puis faire des exécutions séparées, comme j'ai fait tantôt dans cet exemple-là. J'ai créé mon container ici. Je l'ai utilisé à deux endroits. Qui est capable de savoir et de faire le follow-up de quelle partie du code peut être utilisée pour faire mes exécutions. J'arrive sur ma dernière démo. Démo un petit peu plus complexe. Tantôt, je disais que j'utilisais les airs pour savoir si mon code était bon. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher le code de mon entreprise qui est public. Puis je vais juste lui demander si le code il est bon ou non. Puis à la fin, on va avoir un petit pourcentage de à quel point notre code est bon. Un petit pourcentage. Fait que je vais rouler ça. Ça prend quand même un petit moment à rouler. Puis, pendant ce temps-là, je vais retourner à ma présentation. Au final,
la raison pourquoi que je pense que Dagger et Deno, c'est vraiment des outils qui fonctionnent très bien ensemble, c'est parce que ça l'élimine le YAML. C'est vraiment, tout devient typé. Dagger nous définit vraiment beaucoup d'utilitaires pour définir notre CI et rouler notre CI. Le code, c'est modulaire. Tu peux le tester, tu peux builder par-dessus, tu peux le partager à différents niveaux. Je peux partager une fonction, je peux te faire partager un codebase au complet, un framework. La cache de Dagger est exceptionnelle. Même chose avec Deno. Les scripts, on peut cacher tout par-dessus. Tous les packages que Deno a besoin pour exécuter peuvent tout être cachés aussi. Comme je dis, c'est testable. Ça l'élimine tout ce qui est templating, la difficulté de réutiliser, l'installation d'NPM qui peut prendre une éternité et le côté debugging qui devient beaucoup plus simple quand tu peux rouler localement. Tu n'as pas besoin de commit, puis ça fait 10 fois dans ta journée. Puis après ça, tu as fini ta journée, on dirait que tu n'as rien fait. Beaucoup de compagnies qui l'utilisent pour vrai. Même si tantôt, on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est encore Bleeding Edge. Il y a quand même beaucoup de compagnies, principalement en Go. Ça a été écrit en Go initialement. Là. Je pense que c'est encore en Go, en fait. Donc, la plupart du monde l'utilise en Go. C'est vraiment un bon outil pour l'utiliser en Go. La seule distinction que je fais entre les deux, c'est le fait que je trouve que TypeScript, c'est un meilleur scripting language que Go. Mais Go est exceptionnel aussi à l'utiliser. Deno a été bâti sur le même principe que Go. Donc, je pense que les deux s'utilisent interchangeablement. Petite side note, j'en ai pas parlé, mais une des grosses parties de CI qui est importante à penser, c'est les secrets. Évidemment, là, j'ai dit, je peux tout rouler localement, mais je n'ai pas mes secrets pour déployer local, je n'ai pas ces choses-là. Je suggère NPhysical, c'est un outil quand même nice pour gérer tes secrets. Ça te permet d'avoir un setup de dev qui a tes secrets locaux pour ton environnement local, tes secrets dans ton CI. Ça va synchroniser tes différents environnements. Ça te permet d'avoir un écosystème pour gérer ton CI de manière encore plus efficace au lieu d'essayer de rouler avec tes secrets localement puis les garder à gauche et à droite. Avant de rentrer dans la question, 77% du code est bon. Pas si pire, pas si pire. Maintenant, y a-t-il du monde qui ont des questions? Oh. Oh. Yes? Dagger ont beaucoup d'exemples de comment utiliser les LLM. Les LLM, il y a de l'optimisation, par exemple, de migration. Fait que tu peux lui donner des migrations et dire quelle ligne dans ta migration pourrait être bloquante sur des tables avec des millions de rows. Tu pourrais l'utiliser pour optimiser des image dockers. Il y a plein de use cases en réalité là, que tu pourrais essayer de donner un LLM puis que c'est pas nécessairement que ça te sorte le true false pour dire si c'est bon ou mauvais, mais peut-être que sur tes PR, tu pourrais avoir des commentaires qui sont ajoutés qui disent « Ah, fais attention, probablement que ta migration peut être risquée. » J'utiliserais plus comme suggestion sur tes PR que bloquant. Ouais. Moi, je l'avais déjà utilisé, mais j'avais utilisé un peu de manière différente. Dagger LLM est capable de modifier les containers, de lui-même faire des .winfile, quelque chose. Là. Moi, j'avais fait pour donner du code et dire rajoute des tests là-dessus. Ça n'avait vraiment pas marché. Pour des raisons qui sont un peu comme banales, mais j'avais utilisé pour faire modifier lui-même les containers avec ce qu'il était dedans comme source. Nice. Ça peut être des cas d'utilisation différents. Pour vrai, ça reste à l'imagination. Je veux dire, les LLM, c'est assez nouveau. Moi, je le vois plus comme des suggestions. En réalité, le LLM, c'est vraiment bon. Sur ta PR, une fois de temps en temps, il va catcher un bug puis il te l'a suggéré, mais je ne le mettrai pas bloquant. C'est vraiment loin d'être bloquant. D'autres questions? Yes? Au final, là, tu exécutes Dagger dans tes workflows GitHub, c'est ça? Ah oui, je ne l'ai pas montré, mon Dieu. Et du coup, est-ce que ça montre quelque chose sur les données? Non. Je vais faire la petite démo ici. Le CI ici que je roule est vraiment simple. Je le roule quand j'ouvre une PR ou tous les commits qui sont envoyés sur ma PR. Je check out. Je setup Deno. J'utilise la GitHub Action préfaite de Dagger. Et après ça, avec les arguments que cette GitHub Action-là nous donne, je peux rouler la même commande que je roulais localement. Là, je roule le troisième, qui était celui avec un service qui fait mon test end-to-end. Fait que si je push les changements que j'ai localement sur ma branche, et j'ouvre ma branche,
Ah, il y en a qui ont failli. Celui-là avait fonctionné. On va voir si lui va fonctionner. Mais en réalité, il va juste rouler comme je fais localement. Mon script Dagger. Comme tu roules sur les radars arbitraires, est-ce que tu profites quand même d'une cache Dagger, étant donné que tu peux mettre sur les radars, oui et non. GitHub Actions est pas si bon que ça pour la cache. Il n'est pas optimal. Ah, on dirait que ça n'a pas fonctionné. Je l'ai bougé. Il est rendu dans le dossier demos. C'est les demo gods qui m'ont. Oups. Je vais faire ça ici. Je vais montrer un petit outil qui est quand même intéressant. Nous, on l'utilise chez BotPress. Dépôt, c'est une manière de builder plus rapidement. C'est juste plus optimisé, la cache est meilleure. Puis ça l'a Dagger intégré directement dedans. C'est un first class citizen dans Dépôt. Donc lui, il va bien gérer ta cache. Il va faire en sorte que tout le monde qui l'utilise puisse centraliser la cache. Et dès que tu as une étape qui est cachée, toutes les autres qui vont le rouler vont être cachées aussi. C'est des GitHub Action Runners. Exact. Puis runners pour toi. Qui inclut une cache intégrée. Exact. Puis une cache intégrée. Ouais, exact. Yes. C'est des runners, c'est un pipeline en part ou ça s'intègre avec GitHub Action? Ça s'intègre avec GitHub Action. Tu peux juste configurer un app, je pense, dépôt, puis après ça, tu dis dans ta config de workflows, ici, au lieu de Ubuntu Latest, je pense que c'est dépôt Ubuntu Latest, quelque chose comme dépôt tiré, puis ça roule. Présentement, Dagger, ça va bien ici. Ça, tu passes par là, des runners. Tu comprends toi-même. Juste moins profiter davantage de la cache. C'est ça. Si tu es sur GitHub ici, puis tu roules ici, tu vas moins profiter de la cache. Mais... Les avantages que je vois avec ça, c'est que je me dis, si mettons, moi, je fais migrer à ça, c'est vraiment nice. Puis là, ça, je migre à ça, puis des ouais, exact. quand même plus de faire le bridging que juste. Oui, mais encore une fois, comme j'ai dit au début, c'est très bleeding edge. Je ne recommande pas à personne, j'aime ça pour. J'ai mes petits exemples ici, là, je me suis fait une liste de plein de petits outils pour déployer dans mes petits projets perso, mais professionnellement, c'est pas assez mature, je pense, pour tout migrer. Certains scripts probablement, mais tout migrer, je sais pas. Justement, je vais te demander. Ça fonctionne. Tu sais, d'un point de vue expérience développeur, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu as montré parce que c'est du code. Puis, tu sais, je peux être créatif, je peux faire mes tests unitaires, je suis pas obligé de peut-être écrire mes Dockerfiles, etc. Mais après, tu sais, dans la plateforme engineering, tu as parlé d'automatisation, mais comment tu vois ce projet-là et ce genre d'inner loop qu'on a avec le pont avec la plateforme engineering qui va, maintenant, il faut déployer. Il faut déployer en dev, en staging, en prod. Est-ce qu'il y a un bridge ou finalement c'était juste du inner loop? Puis, présentement, c'est quand même difficile parce que cette partie-là est souvent basée sur des événements. Donc, quand je merge sur master ou quand je suis rendu, tu sais, le Canary Deployment ou peu importe, qui vont être gérés par d'autres outils. Donc, le bridge est fait avec soit tes GitHub Actions comme ça ou je m'en rappelle plus les outils dans Kubernetes, d'autres outils de pipelining dans Kubernetes qui vont te permettre de gérer ça. Fait que je pense que c'est plus à laisser cette partie-là qui gère tes déploiements. Ça va être plus pour faire tes scripts qui vont uploader tes Docker images, qui vont faire la première partie de ton CI. CD, Argo CD, ces choses-là, je pense que ça reste encore les outils plus utiles. Avez-vous eu à travailler avec des modules custom ou des fixes pour Dagger? Je l'ai essayé plusieurs fois, les modules custom, je trouvais que c'était lent. Fait que j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Mais oui, j'en ai pas parlé, mais il y a quelque chose dans Dagger qui s'appelle la Daggerverse. C'est des modules réutilisables, un peu comme je parlais ici, que tu pourrais faire pour des devs. Sont préfaits pour toi. Tous les paramètres sont vraiment configurés pour chacune des places où est-ce que tu peux déployer ou faire des actions. Je sais pas, j'ai trouvé ça très lent, donc je ne l'ai pas utilisé. Pour une physical, l'utilises-tu pas? Pour une physical, je n'utilise pas. J'utilise le client directement d'une physical. Je peux montrer un peu. Ici, j'ai un petit script que j'utilise pour déployer un site web que je gère. Puis, mon script, c'est ça. Là. Je vais chercher le directory, je build l'application. Puis après ça, le 10 folder, je l'upload dans Cloudflare avec des secrets que je suis allé chercher avec Intrinsical. C'est vraiment un script de 30 lignes. Exact, c'est ça. C'est assez simple. Yes. C'est la Daggerverse.
code TypeScript, tu ne vois pas l'intérêt que tu pourrais sharer du code TypeScript avec NPM ou le milieu de matériel. Les autres ont comme leur propre hub. Ouais. Qui permet de sharer n'importe quel. C'est quoi dans le fond un module Dagger? Tu peux l'écrire dans les 3 langages que j'ai dit. Ça va te permettre d'interagir avec après. Je ne me rappelle plus exactement la manière qu'ils le font, là, mais ils vont quand même localement. Je ne sais pas si c'est juste en Go que tu peux l'écrire, mais il va comme compiler ton module. Puis là, quand tu vas l'appeler avec le SDK, le serveur va comme appeler ton module, quelque chose comme ça. Fait que ça te permet de l'avoir dans n'importe quel langage, puis avoir un écosystème qui est écrit par plein de personnes, puis tu peux l'utiliser. Exemple, là, si tu as un compilateur LLVM, puis tu veux l'utiliser, puis tu as fait un petit module Dagger pour comme interfacer avec, ben, dans ton langage, tu n'as pas besoin de savoir tout ça. Il y a certaines fonctions que tu peux coller, puis ça va l'utiliser pour ça. Exemple comme ça. D'autres questions? Merci. Merci, Michael. Puis derrière Dagger, c'est Salomon Ike qui a créé Docker. Derrière Dagger aussi. Ouais. Aussi, Michael, tu es très actif dans une communauté. Oui, exact. Tu veux en parler? Oui, j'organise Code à Québec une fois par mois. C'est dans les bureaux de WordPress, évidemment. C'est gratuit. On fait, en fait, c'est un peu un meet-up comme ici. On parle de tech et des présentations comme la mienne, comme celle qu'il y a eu avant. C'est vraiment pour la communauté de Dev à Québec. Fait que si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur LinkedIn. On a un site web, codeaquebec.com. C'est sur Eventbrite. Fait que cherchez Code à Québec. Et vous allez pouvoir vous inscrire. Merci. Cool, merci à toi. Bon, ben, allô. Je me présente, moi c'est Emile, je suis développeur plateforme chez Dell depuis maintenant un peu plus que 2 ans. Donc on se fait bien du fun avec les technos qu'on parle ici, donc Kubernetes, Istio, ces choses-là. Puis aujourd'hui, je vais justement vous faire une petite présentation sur Knative. Le titre est peut-être un petit peu overkill, là, je pourrais être accrocheur un peu, là, mais vraiment vous parler de vous montrer un peu un projet qu'on a fait dans un hackathon chez Bell, comment spinner puis faire dans le fond du function as a service dans Kubernetes. Donc vraiment avoir les concepts de serverless, donc de pouvoir scale jusqu'à 0, mais aussi de scale à 0, mais de scale jusqu'à une demande X de requête. Petit fun fact par rapport à ça, là, le premier livre que j'ai lu de Kubernetes, ça fait peut-être 4 ans, c'était, je pense, Kubernetes Pattern de O'Reilly, là, les livres qui ont genre des oiseaux puis genre un capybara dessus. J'avais lu ce livre-là, puis il datait de 2019. Puis à l'époque, quand ils ont écrit le livre, ils se disaient genre « Oh ouais, Knative, it's the next big thing. Genre, dans 2 ans, genre, vous n'êtes pas prêts à savoir ce que ça va enabler. » 2 ans plus tard, on n'a pas parlé. Je fais bon, OK. Justement, à mon ancienne job, genre comme stagiaire, il avait parlé, genre savoir des preuves de concept et tout, puis ça ne débouchait pas. Donc là, rendu chez Bell pour Hackathon, on voulait se trouver comme, hey, pourquoi pas juste essayer ça, voir c'est quoi réellement le tester nous-mêmes, si ça peut être intéressant comme approche. Surtout dans un contexte chez Bell, on a beaucoup de data centers, beaucoup de machines même. Donc c'est ça. Rendu au hackathon, on s'est dit, OK, ben, c'est bien beau le nom, mais genre, c'est quoi Knative? Qu'est-ce que ça représente réellement comme technologie? Parce qu'il y en a d'autres équivalents OpenFaaS. C'est tout que je connais l'autre. Mais on voulait savoir c'est quoi vraiment cette technologie-là. Puis comment moi je la comprends, puis comment un peu je veux vous le synthétiser. Knative, c'est vraiment pour donner pour faire une plateforme dans Kubernetes pour les développeurs qui peuvent facilement déployer du workload, on va dire simple, puis on leur abstrait énormément de la complexité de Kubernetes. Puis ça, c'est sûr qu'il y a des opérateurs qui vont manager cette plateforme-là, mais Knative va amener ça, puis elle est séparée un peu en genre de 3 modules. Je dirais plus peut-être 2,5 parce que le dernier, c'est plus un petit framework, un CLI pour déployer des fonctions. Mais le premier, c'est lui que je vais parler pendant la présentation, c'est Knative Serving, qui permet vraiment de déployer dans le fond des workloads, des fonctions. Au final, c'est des containers, vu que c'est dans Kubernetes. Mais le mindset en arrière de ça, c'est d'y aller avec du serverless, que tu peux scaler vraiment à la demande, puis pas manager ton infrastructure. Tu dis c'est certaines variables, tes métriques sur quoi tu veux dans le fond scaler, monitorer, et à la suite de ça, Knative se charge du reste. Donc ça, c'est vraiment la partie que je vais faire une démonstration. Puis l'autre gros volet, c'est la partie de Knative Eventing, qui est pour faire dans le fond des System-Driven Architecture, donc des systèmes qui se parlent avec des événements et tout orchestrer ça à travers différents microservices.
Donc, si on parle de broker avec des channels, des topics, il permet de faire ça. Donc, il y a des intégrations avec Kafka, avec RabbitMQ, me semble. Donc, ça permet le tout ensemble, faire en sorte que tu pourrais avoir une plateforme dans Kubernetes qui est 100% fonctionnelle pour pouvoir avoir des systèmes distribués à travers ton cluster. Puis finalement, le petit framework qu'on l'a testé vraiment rapidement, c'est juste un petit CLI qui permet de bootstrapper tes templates de fonctions. Donc, quand tu es un développeur, tu vas avoir ton petit template en Python, en Go, en Node.js. Tu peux générer justement le boilerplate. Et à la suite de ça, avec ce CLI-là, tu peux builder. Ça va créer ton image OCI que tu vas pouvoir déployer dans ton cluster. Donc, c'est vraiment fait pour que ce soit simple et rapide pour un développeur, puis qu'il n'y ait pas à souci justement de Dockerfile, comme on parlait tantôt avec Mathieu, qui a tout l'overhead de ça. C'est vraiment simple à manager. Donc là, je vais passer au travers justement des concepts, puis un peu genre de l'architecture de Knative, parce que je pense que c'est beaucoup ça le but de la présentation, c'est vous transmettre qu'est-ce qu'on a appris justement dans le petit hackathon, parce que c'est vraiment intéressant, puis pour justement le monde qui sont un peu plus nouveau, ça peut être intéressant à voir ces concepts-là. Donc, Knative Serving, je suis de toi avance, mais grosso modo, comment ça s'installe avec des manifestes, un Helm ou classique, l'opérateur, ça c'est super le fun. Tu as l'opérateur, tu le déploies, puis à la suite de ça, tu mets tes CRDs. Ensuite, un volet très important, c'est l'intégration de la partie networking, donc comment tout le trafic va passer, admettons, à l'externe ou même à l'interne de ton cluster jusqu'à ton application, puis va opérer à travers même toute cette plateforme-là. En ce moment, ceux qui sont supportés, c'est Courrier, Istio, puis Contour qui sont les defaults. Moi, dans le cadre de NetHackathon, on ne voulait pas justement se coupler nécessairement à ça. Puis, il y a une nouvelle extension, ce n'est pas si nouveau que ça, mais il y a toujours du développement par rapport à tout l'aspect du Gateway API. Donc, ça, c'est vraiment cool parce qu'on se dit, du moment que tu as un gateway de déployer avec les mêmes CRDs que tous les cloud providers ou différents technos ont, tu peux réutiliser ça. Mais il y a un gros bémol là-dessus. C'est qu'en ce moment, les seuls qui sont supportés à 100%, c'est Istio et Contour. Donc, il y a Envoy Gateway qui fonctionne à 98%, parce qu'au début, je voulais faire ma démo avec ça parce que je suis un grand fan d'Envoy. Mais malheureusement, il manque une petite feature qui fait que je ne peux pas faire la loop end-to-end pour un petit service dans Knative. Mais si, admettons, j'avais codé des choses, ça aurait pu marcher, mais ce n'est pas ça le but de la démo non plus. Et finalement, le cœur de Knative Serving, c'est l'autoscaler, donc le KPA qui est Knative Pod Autoscaler, qui permet, dans le fond, qui est vraiment une implémentation différente d'un autoscaler. Puis lui se base sur dans le fond, les concurrent transactions, donc les requêtes concurrentes, ainsi que, j'en oublie une, là, mais il se base sur deux métriques, le HP normal de Kubernetes. Puis je me rappelle, je pense que le dernier Vuban, le dernier meetup, Vuban a parlé de Keda, qui est aussi un autoscaler plus intelligent, plus cool, qu'eux utilisent. Dans le fond, Knative vient un peu compétitionner avec ça, parce que c'est une grosse feature de cette technologie-là. Donc, c'est ça. Ah oui, l'autre métrique, c'est le nombre de requêtes, mais ça, c'est assez évident. On va rentrer juste dans les concepts de base. Le but, c'est que ça soit simple pour un développeur qui n'aille pas à manager tout plein de ressources, des config maps, tout plein dans le fond, les déploiements, c'est pas si pire, mais les déploiements, les secrets, puis toutes les CRD autour de ça. Le développeur, lui, va manager une seule ressource qui est un service, un Knative Service, que lui, si tu déploies, dans le fond, tu déclares Aspect, qui est vraiment simple, que je vais vous montrer à la démo. Et en arrêt de ça, qu'est-ce que le service a en arrêt de lui? C'est qu'il vient créer d'autres ressources, une route et une configuration. C'est assez simple dans le mot, comme quoi la route, c'est elle qui va déclarer c'est vers quelle révision que tu vas envoyer, que tu vas router vers. Et la configuration, c'est juste la latest spec de ton application. Puis la révision, c'est vraiment les différentes versions, c'est des snapshots des bundles, on va dire, que tu as déployés. Donc, tu ajoutes une nouvelle variable d'environnement, tu modifies l'image de ton application, ça va créer des nouvelles révisions. Puis avec ça, tu peux facilement faire des blue-green ou des canaries déploiement parce que tu as accès à ces révisions-là en même la plateforme. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est juste pour qu'on aille les mêmes termes, pour que quand je vais rentrer plus dans l'architecture-ish de Knative. Donc vraiment, maintenant, pour ce qui est des components qui sont écrits, c'est vraiment complexe, là. Il y a des morceaux control plan data plane. J'espère que vous me suivez à ce moment-là. Parce que à la suite de ça, c'est quoi qui roule là-dedans? Il y a le classique qui est d'avoir
des webhooks pour Knative. Donc, ça, il y a ça dans tous les concepts d'opérateurs ou les bundles que tu installes en même ton cluster. Tu as des webhooks puis tu as des contrôleurs. Ça, tu ne peux pas t'en passer. C'est les patterns classiques de Kubernetes. Et même, à l'issue de ça, qu'eux vont manager, ils vont valider, ils vont modifier les CRDs et aussi réconcilier. Donc, ça, c'est pas sorcier pour ceux qui ont fait un petit peu de Kubernetes dans leur vie. Et à la suite de ça, il va y avoir un autre layer de composants qui, ceux-là, c'est eux qui sont un peu plus impliqués au niveau du flow de quand tu veux déployer une nouvelle application. Bien, déployer et acheminer des requêtes à cette application-là. Donc, en haut à droite, il y a l'autoscaler, qui est vraiment, c'est un service en soi, que c'est lui qui a toute l'implémentation, puis le contrôle, puis pour émettre les recommandations de quand tu as besoin de scaler ou non. Et finalement, tu as toute la partie en bas qui est ton data plane. Donc, c'est là où est-ce que les requêtes vont traverser, puis ils vont traverser, puis ils vont t'acheminer à ton service. Donc, tu as un ingress gateway qui est relativement simple. Donc, ça part de là, c'est couplé beaucoup à ta stack de networking. Et finalement, tu as le gros morceau qui est l'activateur. Lui, là, il est vraiment important parce que c'est grâce à lui que tu vas être capable de faire du scale to zero. Parce que quand tu n'as plus de service qui roule, mais tu as un client qui envoie une requête vers ce service-là, il faut que tu aies un moyen de pouvoir queue cette requête-là en attendant que les pods, dans le fond, se fassent spinner. C'est un peu là on attend le terme de cold start. C'est un peu lui qui va s'occuper d'occuper la requête pendant que tes containers vont spinner. Puis à la suite de ça, du moment que la requête qui n'ont pas des hops, l'activateur va facilement envoyer la requête à ton service. Le petit dernier élément, c'est le queue-proxy. C'est un sidecar qui vit à même ton application. C'est un petit sidecar qui prend tout, dans le fond, le trafic de ton app. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est qu'il peut exposer des métriques à l'autoscaler. Puis, il peut aussi queue des requêtes si jamais tu atteins un maximum de requêtes pour protéger ton container selon la définition que tu lui as mis. Puis, 2 points vraiment importants par rapport à toute l'interaction des components, c'est que pour pouvoir faire du scale to zero ou scale from zero, Knative comme 2 modes. Il y a le proxy mode puis le serve mode. Le proxy mode, lui, c'est quand tu n'as pas de réplica de ton application, puis tu as juste l'activateur qui est up. Dans le fond, là, il va juste proxy ton call, le trafic, il va queue la requête et il va l'acheminer du moment qu'elle va être accessible. Et le serve mode, ça, c'est du moment que tout est up et tu as scalé. Mais là, l'Ingress Gateway va directement envoyer le trafic à ton app pour ne pas avoir un up pas utile, dans le fond. Juste avant la démo, je vais vous montrer un exemple vraiment simple de tout le flow, de comment ça se passe. Quand tu veux scaler à 0, tu pars, tu as juste ces composants-là, plus les contrôleurs en haut, qui existent. Tu n'as pas de pod. Tu dis, OK, mais là, comment mon application peut se comporter? Première fois qui se passe, dans le fond, l'Ingress Gateway forward en proxy mode, on va dire, à l'activator. L'activator, lui, va queue les requêtes. Suite à ça, l'activator va dire, OK, moi, j'ai reçu une requête. C'est quoi le next step? C'est de notifier l'autoscaler pour dire, hey, by the way, j'ai du trafic client. Il faut absolument qu'on aille vers un service pour pouvoir lui acheminer le pod. Donc, l'autoscaler, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va scaler le déploiement pour aller scaler tes pods et ton service. Suite à ça, du moment qu'il est prêt, l'autoscaler va notifier, je vous ai menti un peu avec les flèches tantôt, là, il va notifier le contrôleur de Knative pour dire, hey, by the way, maintenant on a des pods de ready, tu peux switcher le mode puis le remettre en mode serve mode pour pouvoir envoyer du trafic directement à ton application. Donc lui, il va juste broadcaster au Ingress Gateway puis à l'activateur va dire, hey, by the way, on est good, plus besoin de passer par vous. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que l'activator va vider sa queue de requêtes, envoyer ça à l'application. Et finalement, pour toutes les autres requêtes que ton application va envoyer, ça va passer de ton gateway directement à ton application en passant par le queue-proxy. Et suite à ça, l'autoscaler, lui, fait sa job. Il fait juste scraper les métriques du queue-proxy. Et ensuite, il va faire des recommandations. Puis là, vous pouvez vous dire, qu'est-ce qui arrive si à un moment donné, il n'y a plus de requêtes? Mais là, c'est un peu la loupe inverse qui va se passer, que du moment qu'il sent que, OK, on n'a plus de requêtes après X nombre de secondes, je vais envoyer un événement pour dire, by the way, on peut redevenir en proxy mode, puis il va enlever dans le fond, la réplique, puis il va tomber à 0. Donc, ça ressemble à ça. J'ai synthétisé, il y a d'autres services, mais c'est vraiment le but d'avoir ce flow-là en tête, puis tu as comme compris 85% de Knative. C'est vraiment pas trop compliqué la partie serverless. Donc là, on va passer à la démo.
J'ai fait un petit cluster kind là, avec Metal LB pour un petit long balancer. J'ai utilisé Istio pour les gateways, pour le gateway PI, puis passer avec ça que je suis habitué. J'ai mis le logo de Cube Color. J'ai Blue Install, Cube Color, ça compte. Mais sinon, après ça, j'ai plus ça, puis le gateway PI, puis finalement, Kinative. Seb s'est retiré 2 minutes, mais on va lui dire. Ah, il m'a manqué. J'aurais dû le voir. Donc, voici à quoi ressemble une spec d'un déploiement dans Kinative. Donc, un service Kinative, ça ressemble à ça. Je suis allé à son plus simple, j'ai juste mis un container puis un port qui sont le minimum. Mais ça, c'est vraiment le bare minimum que tu peux déployer. Puis avec ça, tu peux vraiment avoir une application qui va runner puis qui va scaler à la demande. Donc, pour ma démo, je vais simplement venir apply le... OK, apply... Je vais simplement appliquer ce manifeste-là. Puis là, la première affaire qui va se passer, c'est qu'on va voir qu'il y a un pod qui va apparaître. Donc là, ça, si je l'apply, donc là, le pod va runner. Et normalement, après une quinzaine de secondes, ça, c'est selon ma configuration, parce que tout ça, on peut le tweaker. Le pod, il va juste arrêter, il va juste, dans le fond, se faire scaler à 0 pour qu'on ait la simulation que je vous ai montrée dans mon schéma. Donc là, normalement, dans pas long, il devrait juste tomber en mode tomber, là. Sinon, bon, là, il est tombé. Donc là, en ce moment, il est en train de terminer le pod. Kubernetes va garbage collect les ressources et tout, et on va être good. Donc là, pour la démo, là, je ne suis plus trop dans l'ordre, mais là, je vous ai montré à quoi ressemble juste un déploiement simple, mais je voulais... Ah, fuck, on va le toaster. Donc là, je fais juste un petit script Go qui envoie 5000 requêtes, puis à peu près 100 en parallèle. Puis moi, mes configurations, c'est environ seulement 10 requêtes concurrentes par container, par pod. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va vraiment voir qu'en l'espace de comme 3-4 secondes, tout va scaler pour pouvoir servir toutes ces requêtes-là. Donc là, si on l'exécute, on va le voir qu'en ce moment, tout est en train de hopper. Puis là, on pourrait vraiment le tester et en mettre plus. Mais ça, c'est vraiment la beauté de ça, c'est que je partais de 0 container, puis en l'espace de 3-4 secondes, je suis capable de tout servir justement mes requêtes. Puis là, à gauche, à votre gauche, j'ai un petit script Go qui permet de sortir le rapport de genre c'est quoi qui s'est passé au niveau des requêtes. Donc, clairement, qu'ils ont tous été successful, l'average. Puis en bas, on voit que j'ai mis une section qui est le cold start. Ça, c'est quand même un élément très important de Kinative puis dans l'écosystème serverless. Parce que quand tu n'as rien qui roule, tu n'as comme pas le choix d'avoir un cold start parce qu'il faut que tu aies un moment pour partir l'application pour ensuite servir du trafic. Donc, Kinative, pour remédier à ça, tu peux aussi facilement dire je veux garder au minimum un pod pour si jamais il y a un petit peu, il y a quelques requêtes qui font en sorte qui arrivent de temps en temps puis pas trop avoir de cold start. Ça peut être aussi un fixe très très simple, mais tu sais, c'est le même problème qu'il y a justement avec les lambda dans le WS ou peut-être même Cloud Run, je ne les ai pas trop essayés. Il y a du cold start aussi. Ça ne m'étonne pas. Is it? C'est du Kinative aussi? Ok, je pensais qu'il y avait une implémentation différente. Je pensais qu'il y avait juste comme l'API de Kinative, peut-être une implémentation, mais peut-être je rêve en coup. Là. Mais je suis pas au courant. Ouais, c'est pas mal. Ok, c'est bon à savoir. C'est quand même cool. Puis là, le deuxième exemple, ça, c'est juste une spec un petit peu différente là, que je veux vous montrer. C'est que cette fois-ci, je veux déployer comme une nouvelle version. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai ajouté une variable d'environnement, feature flag enable, pour dire, hey, by the way, ça, je veux maintenant que tu l'enables sans changer mon image. Et là, je veux créer une nouvelle révision. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un petit canary deployment en disant, 90% du trafic, je veux que tu le gardes sa révision 1. Mais là, juste un petit échantillon pour voir si ça va marcher. Donc là, si on le fait, OK, apply, cela. Je ne suis pas un Vim Master, je suis désolé. Donc là, je vais appliquer ça, puis je vais refaire mon petit script. Puis là, il n'y aura probablement pas de cold start ou il va être très, très plus petit. J'en ai déjà un. Puis je veux juste vous montrer qu'en ce moment, ça va être respecté à peu près une règle du pouce, qu'on voit qu'en haut, j'ai dans le fond toutes mes révisions 1, puis en bas, ici, j'en ai un. Donc c'est c'est à peu près 10%. Peut-être là, c'est comme un genre de 8%. Là. Je ne sais pas. Puis finalement, le dernier exemple pourrait être de juste dire OK, maintenant j'ai fait mon rollout au complet.
je veux garder cette feature flag-là, mais je veux juste tout changer le trafic à ma révision numéro 2 parce que maintenant, on a considéré que tout est beau à ces niveaux-là. Donc, dans le fond, pour envoyer le trafic? En fait, c'est qu'on a un gateway Istio. Okay. Puis lui, dans le fond, je ne vais pas te le montrer, parce que c'est vraiment intéressant. Lui, il y a comme un service qui est un external name, okay, qu'il va être utilisé pour la référence DNS, pour le service name. Puis à la suite de ça, pour chacune des révisions, tu as 2 services. Donc, tu as un service qui est privé et un service qui est public. Puis qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas expliqué, là, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que le service public, lui, va advertise l'IP du pod l'activator, mais du moment que tu as un pod de Redis, il va aller se feeder sur les autres IP, donc il va passer par un autre contrôleur, puis il va aller juste lessonner sur les labels du service qui est privé, qui lessine déjà sur les pods qui sont déployés, puis c'est comme ça que tu es capable de faire ce switch-là, mais au niveau du gateway, ça reste presque pareil au niveau du networking. Mais c'est ça, c'est juste un petit peu plus... Il y a quelques années, Kinetic était vraiment très lié à Istio. Aujourd'hui, on a toujours besoin forcément d'Istio. En fait, j'aurais aimé ça pour faire la démo avec Envoy Gateway. ça a marché à comme 98%, parce que eux, c'est qu'ils ne supportent pas l'external name pour ma référence, pour faire un host rewrite au niveau de quand je viens de l'externe. Si j'étais à l'intérieur de mon cluster, ça aurait marché, mais à cause que le external name n'est pas supporté pour mon nom, il n'était pas capable de faire le host rewrite, donc j'avais juste un 500 au niveau du gateway. Mais en ce moment, il est encore couplé pas mal à Istio, Contour puis Courrier, malheureusement. Mais j'ai foi que, parce qu'il y a encore du développement sur le plugin du Gateway PI, que probablement qu'il va avoir le host rewrite, ils vont trouver une façon de le faire fonctionner. J'ai commencé à checker ça tranquillement. C'est quoi? Mais en ce moment, vu que j'utilise le... Non, c'est ça qui est cool. C'est que j'utilise Istio, mais avec le Gateway PI. Puis le Gateway PI, c'est comme l'ingress 2.0 de Kubernetes. Donc, si je vous le montre vite, là, dans le fond, moi, c'est des HTTP routes qui sont provisionnés en arrière de ça. C'est même plus des virtual services. Donc, c'est vraiment la même spec que n'importe quelle personne qui implémente le Gateway PI. C'est juste, pour le faire fonctionner, il faut que le plugin supporte différentes versions. Puis le Envoy Gateway, il est comme proche d'être supporté à 100%, mais pas complètement. Mais c'est Istio, mais je n'utilise pas le networking native. J'utilise le plugin. Exactement. C'est ça. J'aurais pu aussi utiliser Istio Ambient Mode pour ne pas avoir de sidecar, parce que c'est pour ça qu'on voit que tous mes pods, il y avait... Attends, je fais un petit cœur, là. C'est quoi? C'est ça, exactement. Puis on voit qu'il y a 3 containers. Il y a l'Istio Proxy parce que j'utilise Istio Sidecar Mode. Et après ça, il y a le User Container puis le Q Proxy. Donc ça ressemble à ça, la démo. Puis j'ai juste comme des petits pas action items, mais un petit résumé de comme c'est quoi qu'on peut tirer comme conclusion qui est vraiment avantageux de Knative. Ça peut scaler, dans le fond, élastique comme le serverless le permet dans le cloud. Tu ne te soucies pas justement de tout ce qui est le trafic. Tu fais juste mettre des annotations sur tes pods puis dire voici c'est quoi mes limites puis les thresholds sur lesquels je veux me baser. Puis ça va scaler normalement jusqu'à 0 ou même jusqu'à l'infini, jusqu'au nombre de compute que tu as. Ensuite de ça, je disais que IBM, puis même probablement chez Google avec Cloud Run, il doit y avoir beaucoup de jobs de tout ce qui est big data, donc en même temps pour entraîner des modèles d'AI, pour faire du gros batch processing, des cron jobs. Ça peut vraiment bien se fitter dans ce modèle-là parce que quand tu n'as rien qui roule, tu laisses ça puis tu es à 0. Puis du moment que tu as vraiment un gros burst de requêtes, mais ça va scaler pour répondre à la demande. Tu n'auras pas à te stresser et à avoir des scripts en Ansible qui vont scaler ou qui vont scaler manuellement. Tout ça se fait naturellement avec Knative. Aussi, vu que c'est sur du Kubernetes, c'est tout le temps portatif. Donc, dans le cloud, on-premise, sur les petits labos de NationTech, ça peut super bien fonctionner. Puis finalement, pour du cost saving, donc c'est sûr que souvent, ça va être vu pour du on-prem, parce que dans le cloud, c'est un peu le désavantage que j'ai mis plus tard. Mais dans le cloud, tu te dis, pourquoi pas juste utiliser les fonctions natives de serverless comme des Lambda ou du Cloud Run,
parce que dans le cloud, il faut que tu runs un cluster EKS ou JKE, mais là, tu payes pour ces computes-là. Mais après ça, si tu veux scaler, est-ce que ton cluster va scaler assez rapidement en fonction de la demande parce que tu ne veux pas payer trop dans le vide? Donc là, des alternatives comme justement genre Carpenter d'AWS ou justement avec Archie, on parlait tantôt de, je pense que c'est JKE Standard Autopilot qui permet maintenant de scaler beaucoup plus rapidement genre les nodes de ton cluster. Ça peut être un bon un in-between, mais c'est sûr que pour le modèle du cloud, c'est vraiment avantageux de stick to genre leur techno qui est propre pour le serverless. Puis par rapport à ça, justement, le désavantage, c'est les cold start. Donc, entre 3 et 6 secondes, puis ça m'est déjà arrivé une run d'avoir à 7 secondes, ça dépend vraiment. C'est sûr, je suis sur mon Mac en ce moment, mais c'est le trade du serverless. Donc, pourquoi pas au pire mettre 1 ou 2 pods pour juste mitiger le fait que si tu as une centaine de requêtes pendant la nuit à 2 h du matin, genre ça va rentrer. Je n'ai parlé comme quoi, est-ce que c'est vraiment extensible? Parce que là, ça marche bien pour un cas simple. On s'entend que n'importe qui veut faire une petite API, une petite application qui est super lightweight en Rust, ça va fonctionner. Mais là, c'est du moment que tu arrives dans des use cases plus complexes. Donc, juste, c'est même pas si complexe, mais juste faire du pad-based routing. Knative ne le supporte pas nativement. Il fait juste du hostname. Donc, toi, tu as ton namespace, tu vas déployer ton application dans un namespace, puis il faut que ça matche. En fait, il faut absolument, je ne veux pas dire de mentir, là, mais souvent, tu vas essayer de faire en sorte que ton application, le préfixe de ton hostname va matcher. Puis après ça, c'est que tu vas attacher à ton namespace le nom de domaine que tu veux lui donner. C'est avec un domaine mapping, dans Knative, ça s'appelle. Mais après ça, c'est que toi, si tu veux un hostname que tes clients resolve avec du path-based routing, mais là, genre, ça ne marche plus. Il faut que tu ailles dans la config puis tu le fasses toi manuellement. Puis là, c'est que tu rends du Helm ou du custom là-dedans. T'inquiète, t'en fais juste pas. Là. Mais c'est ça. Puis le fait du plugin de Network Gateway API que j'ai utilisé, c'est vraiment cool parce qu'au moins, je peux coupler au fait d'avoir des virtual services ou des ressources d'Istio. Mais c'est un plugin qui est juste mature, on va dire, il est juste mature pour Contour puis Istio Networking. Mais peut-être qu'il va y avoir de l'attraction un jour. Peut-être que je vais contribuer si j'ai du temps. Ça serait idéal. Puis aussi, je n'ai parlé pour tout ce qui est fité dans un modèle cloud. C'est ça. Donc, si en passant, vous avez genre d'autres downsides ou bénéfices, vous pouvez le dire. Là, j'en ai énuméré quelques-uns, là, mais il y en a plein. Là, mais ça ressemble à ça. Puis le CLI, oui. Lui, il génère, admettons, le Dockerfile et le service manifeste. Puis après, il faut l'appliquer. Ou tu peux en parler un peu? Oui, en fait, le CLI, on l'a utilisé juste pour, je pense, un app en Python qu'on l'avait fait pendant Hackathon. Lui, il va générer, me semble que, je ne sais pas si c'est, mon guess, c'est que c'est un Dockerfile parce que ça run dans Kubernetes, c'est ça, genre dans un container engine, mais il va générer ton OCI image, mais pas les manifestes, seulement ton OCI image. Puis toi, ton manifeste comme développeur, c'est juste le service YAML de Knative. Puis à la suite de ça, c'est le contrôleur qui va aller créer ton déploiement, tes ressources, tes config maps et tout. C'est lui qui va attacher ça à cette affaire-là. Donc, c'est vraiment juste un petit CLI facile pour le développeur pour pouvoir créer son template puis bootstrapper puis sans avoir l'overhead dans le fond de Docker attaché à lui. C'est ça. C'est mon cher. Non, tu le fais en main? Ben, je sais pas, il y avait dessus. Ah, excuse-moi, je l'avais pas vu. C'est juste une question pour voir si tu l'as essayé. Tu disais qu'avec le Gateway API, maintenant, tu pouvais faire des HTTP routes. Est-ce que tu es capable d'utiliser des TCP routes et des gRPC routes aussi? Il fonctionne. Je sais que le Gateway le supporte, mais je voulais savoir si ça marchait avec Knative. En fait, du moment. Parce que c'est pas Knative qui provide, dans le fond, une implémentation du Gateway API. C'est que toi, tu arrives avec ta propre distribution. Donc, si tu utilises Istio ou Envoy Gateway, ceux-là, je sais qu'ils supportent justement les TLS et les TCP routes. Puis l'affaire, c'est que le fait d'avoir Knative ne vient pas nécessairement influencer le fait que tu es aussi flexible à utiliser juste des ressources raw Kubernetes puis pouvoir faire tes propres, justement, genre tes propres règles d'affaires ou règles de networking. Parce que mettons, tu utilises une TLS route pour faire justement genre du pass-through, Knative, il ne le supporte pas dans son flow, mais tu peux l'utiliser à côté. C'est sûr. Puis peut-être un point important, c'est que les HTTP routes que je vous ai montré, c'est pas moi qui les ai configurés, c'est vraiment Knative qui les a fait pour moi. Donc, mais après ça, si moi je veux faire du path-based routing, c'est pour ça que je dis vraiment il le supporte parce que justement, genre Istio que j'utilise pour le Gateway API le supporte.
Mais à la suite de ça, c'est vraiment, c'est faux que la techno suit avec ça. Ben, je voulais juste ajouter que le Kinetics a commencé à Google, l'équipe Google qui a créé le projet. Le but, c'était parce que dans le cloud, on utilise Programme, il avait une spec de YAML qu'on utilise comme c'est le open source. Mais c'est vrai que dans le cloud, c'est mieux d'utiliser Lambda si vous êtes sur Amazon, Programme si vous êtes sur Google, parce qu'il faut avoir les clusters qui roulent quand même. Et si vous êtes en prem, j'ai vu beaucoup de startups qui veulent utiliser Kinect parce qu'ils veulent partager les ressources. Ils veulent essayer d'utiliser toutes les ressources qui sont sur Data Center. Quand j'ai une compagnie comme quelque chose comme Warmo qui fait le hosting, et il peut utiliser ça pour déployer le code pour le web coding pour les. Et aussi les compagnies des AI qui veulent vraiment utiliser les ressources bien pour déployer des modèles et tout ça. Et maintenant, avec le Donald Trump, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent déployer en prem aussi en France. Donc ça peut changer, ça peut donner une deuxième vie pour le Kinect. Donc on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça. Je vais avec Mike après, puis je vais avec toi. Voilà, 2 questions en une. Vous allez au Cold Start. Les images qui sont lancées, c'est vraiment des pods natifs de Kubernetes? Oui. OK. Ouais, c'est vrai. C'est une requête par pod ou c'est plus qu'une requête? Ben, mettons, excuse, genre tantôt. Tous les pods qu'on voit apparaître. Ouais. C'est des pods normales de magie par-dessus. Non, c'est vraiment un container. Dans le fond, c'est on check. Si on check ici, c'est vraiment, j'ai mon deployment, que lui, dans le fond, qui match avec mes révisions. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est l'autoscaler, lui, vient juste manager, puis dire, scaler le déploiement. Puis après ça, c'est vraiment des pods natifs à Kubernetes, puis des ressources genre natives en dessous de ça. Le temps initial de l'autre de ton projet est quand même important. C'est ça, c'est clair, si tu codes un app en Java, si tu dis oui, c'est ça. C'est ça. Puis, c'est pour ça, c'est d'être le plus petit possible, puis de déployer idéalement des fonctions. C'est pas tout le temps possible de juste déployer, dans le fond, mettons ta fonction genre /users/get ou whatever. Ben, peut-être là, il va falloir que tu fasses un middle ground de pouvoir dire, ben, je déploie juste une petite composante qui est super lightweight, puis qui prend, mettons, une petite app en Go pourrait prendre, mettons, on va dire 1 ou 2 secondes à booter, ça serait super beau. Mais du moment que tu as une application qui fait des gros health checks ou qui est vraiment long à booter, qui prend 1 minute, c'est vraiment pas le bon use case pour ça. Je pense que tu peux faire comme manual scaling. Donc, tu peux déployer le minimum pod qui roule. Donc, quand même, si tu as une application lente, oui, c'est rouler tout le temps. Ouais. C'est ça. C'est pas la meilleure place pour déployer Java. Moi, je pense que je lui disais, en fait, c'était 10 concurrentes, OK? Mais je n'aurais pas mis de limite parfois du moment que le pod était là. Si, admettons, il était, s'il n'était pas genre concurrente, il pouvait en prendre à la volée. Mais tu peux aussi modifier le nombre de requêtes pour dire, hey, à partir de 200 requêtes, mon pod, il choke. C'est ça, c'est vraiment toi. C'est des annotations, c'est dans la doc genre de Kinetic qui permet d'ajouter ces features-là. Le scale to zero est intéressant, mais admettons, tu pourrais dire ne va pas à 0 et laisse exactement. One, tu peux laisser à 1 à 2. Si, admettons, tu sais que c'est une application qui est un petit peu plus longue à pogner la courbe, tu peux dire, regarde, on va prendre le trade-off d'en laisser 3. Puis après ça, on voit, mais ça permet énormément de réduire les coûts. Puis, tu sais, on-prem, c'est que tu peux vraiment céduler plus intelligemment sur les ressources que tu as, parce que quand tu n'en as pas besoin, tu n'as rien de cédulé. Puis à des moments que là, tu es à full capacité parce que tu as une cron qui roule ou tu entraînes un modèle, mais là, tu es à 100% d'utilisation. Donc, à place de renouveler des computes à 20-30 000 ben dis bon, peut-être on peut en enlever un. Tu peux économiser, mais oui. Parce que j'ai entendu une couple de fois là, de dire Java, c'est pas un bon candidat pour ça. J'ai fait beaucoup de Java dans les dernières années. Puis dernièrement, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis pour permettre des choses comme ça avec Java. Entre autres, il y a quelque chose qui s'appelle CAP, CROC. Qui permet de checkpointer une application Java, de la persister dans un fichier, puis de la reloader exactement comme elle était avec toutes les optimisations de JIT. Donc, 0 d'optimisation. C'est quand même possible. Non, mais c'est sûr. Puis, tu sais, le Java moderne n'est pas le Java qui était, je pense, là, avant que je naisse. Là. Mais, mais moi, à l'université, je suis probablement un meilleur dev Java que dev en Go parce que je n'ai plus fait. C'est simplement ça. Puis, je dis ça parce que c'est un peu le gag. Mais clairement que le Java plus moderne, c'est quoi, tu es rendu à Java 23 maintenant? Je sais pas.
Ouais. Au moins 22, c'est ça. Mais tu sais, c'est clair que ça a été, ça a évolué. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi, il y a genre Quarkus, je sais pas si ça a vraiment eu de l'attraction. Mais genre, je pense que c'est Red Hat qui est en arrière de ça. Quarkus pour ça. Mais c'est un genre de Java, JVM, DSL. Mais c'est ça. C'est une question, Jean? Oui, je vais couper, c'est pas une question, mais il a fait sa démo sur CanFS, là, Can9S. Mais sa première idée, c'était de le faire avec CubeColor. Il l'a dit tantôt, alors je voulais juste vous dire que c'est quand même une belle alternative. C'est pas fait pour la même chose, là, mais les deux se complètent très bien. Il a mis le logo quand tu étais parti. Il est dans mon historique de ZSH. Mais c'est ça. Donc, oui. Ouais, moi, c'est pas. En fait, c'est une semi-question, mais par rapport au problème de Cold Start, j'avais regardé le monde du WebAssembly. As-tu checké ça? Non, j'avais déjà fait une présentation pour le monde à l'université, puis j'avais plugué le mot, je me sentais vraiment cool. Mais tu sais, j'ai vraiment pas assez mis les mains là-dedans. Ma compréhension est vraiment nulle, nulle, à zéro pour ça, donc je pourrais pas. J'en ai fait un peu parce que Rust marche bien au WebAssembly. Puis ça règle pas mal le problème de Cold Start, mais je ne sais pas comment ça s'intégrerait avec. Je sais pas. Mais je sais qu'il y avait un plugin, c'était un CNI plugin à Kubernetes pour, dans le fond, que ton container runtime, ça soit du WebAssembly à place. Je ne sais pas si c'est rendu où, j'avais checké ça il y a peut-être 1 an et demi, mais probablement qu'avec ce genre de plugin-là, puis peut-être ça pourrait arriver, ça serait quand même intéressant. Microsoft, ils avaient annoncé la dernière haut d'année KubeCon à Salt Lake City un hyperviseur spécialement WebAssembly. J'ai jamais une dernière question. Oui, mon cher. C'est une très, très bonne question. La raison pourquoi on est allé vers Knative pour l'hackathon, c'était le pricing model qui était gratuit. parce qu'OpenFast, tu peux l'utiliser chez vous, tu ne seras pas bilé, mais du moment que tu t'en vas en production avec ça, je pense que le premier, le pricing model, c'est comme les premières 500 fonctions, ça te coûte comme 1000$ par mois ou 2000$ par mois. Puis là, nous, c'était comme pour preuve de concept, ce serait pour. On aurait pu peut-être surfer cette vague-là, mais on s'est dit, on prend de quoi qu'on sait que si ça aboutit à quelque chose sur nos serveurs, pour l'équipe, au moins, on n'aura pas de problème genre de licence. Mais c'était vraiment le point culminant. Par contre, puis c'est pas pour faire la pub pour OpenFast, il a l'air vraiment plus utilisé dans la communauté. Autant pour le nombre de commits, le nombre de stars, il est vraiment, vraiment plus utilisé que Knative. Je ne sais pas c'est quoi la. Il était avant. Ouais, ça il était là avant pour eux? OK. Ça a des premiers avec Ça fait du sens. Mais c'est parce que chez Knative, ça avait l'air comme quand j'avais lu le livre, ça avait l'air genre, oui, genre The Next Big Thing, mais ça avait l'air peut-être arrivé en 2017. Il y a un truc sur OpenFast qui me gênait par rapport à Knative, c'était que l'API Gateway, c'est OpenFast. OK. Ça ne génère pas de libraries comme là, il y a quand même un bottleneck qui est le serveur OpenFast qui gère toutes les routage. OK, intéressant. Peut-être que ça change. Ouais, probablement. Oui, mon cher. Une question. Votre hackathon, est-ce amené à quoi? Quoi? Votre hackathon, est-ce amené à quoi? Une bière après le job. En fait, il y a pas on ne l'a pas implémenté réellement. C'était juste pour. Parce que là, on est beaucoup genre dans les projets, de construire notre plateforme, puis genre des migrations, puis des grosses affaires. Donc, c'est comme, OK, on prend une pause. Puis genre, essayer des choses, voir. Si, admettons, est-ce qu'on s'en va vers la bonne direction? Donc, avant même de comme, faire tous les building blocks pour s'en là, on va essayer de quoi? Est-ce que ça fonctionne, oui ou non? Un exemple, c'est qu'on avait aussi essayé Cajun pour l'hackathon. Une autre équipe avait fait ça. L'agent, ça fonctionne super bien. Le déploiement, encore, je ne suis vraiment pas un expert en intelligence artificielle, mais pour runner avec le modèle, je pense qu'on a besoin comme de genre 50 GB de RAM. Mais après ça, c'était le plugger sur un GPU qui a été plus dur, genre le plugger. Donc cela, on aurait aimé ça, genre faire notre propre chat Bell ou chat VDP, on l'appelait, mais en tout cas. Mais c'est ça, mais c'est une très bonne question. On espère que peut-être dans des plus proches que loin, qu'on puisse genre, utiliser ça parce qu'on a des développeurs qui aimeraient ça faire du serverless ou du moins aller avec ce paradigme-là, mais c'est ça. Vu qu'on a on a énormément de serveurs on-prem. 2026, ok. Ça.
it's gonna be a big year, 2022-2026. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup.